Bonjour à tous, bienvenue. Alors on va commencer par les choses très formelles, toutes bêtes. Je vais me présenter. Albert de Traversée, responsable bien-être animal à la coopération agricole. Alors la coopération agricole, c'est la fédération unifiée des coopératives agricoles. Donc on représente un petit peu tous les secteurs de l'agriculture, et notamment les filières viande, les filières ruminants et viande blanche. Donc bienvenue à la 11e conférence de la coopération agricole sur le bien-être animal. Une conférence donc, qui a lieu tous les ans maintenant depuis 11 ans. On est ravis de vous accueillir. J'espère que vous êtes bien installés. Le thème de cette année va porter sur l'intelligence artificielle au service des hommes et des animaux. Alors pourquoi l'intelligence artificielle? On peut dire que c'est un peu vu et revu. Effectivement, l'intelligence artificielle, on en entend parler tous les jours. On l'utilise parfois sans s'en rendre compte. Il y a plein d'outils qui sont développés dans tous les secteurs. Ce dont on parle moins, c'est le fait que l'intelligence artificielle soit aussi présente dans les filières agricoles, notamment dans les filières d'élevage. Donc on peut se poser un tas de questions. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est un outil qui va remplacer l'homme ou pas? Et finalement, quelles sont les perspectives d'intelligence artificielle dans nos filières et dans nos métiers? Alors pour répondre à ces questions, on a la chance d'avoir 5 regards différents. Puisqu'on a non seulement des ingénieurs informaticiens qui sont présents ici aujourd'hui, des chercheurs, des spécialistes de l'alimentation, des responsables techniques, donc 5 regards différents qui vont apporter leur expertise au vu de leurs expériences personnelles, de leurs travaux. Et donc en premier lieu, nous avons Jean-Pierre Chanet. Jean-Pierre, vous êtes chef de département adjoint du département mathématiques et numérique de l'INRAE. Vous avez un solide bagage en informatique, en robotique, de par votre formation et vos expériences professionnelles. Donc vous allez nous rappeler quelles sont les différentes formes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui et comment elles peuvent s'appliquer au monde agricole. Et ensuite, nous enchaînerons avec différentes présentations sur des projets bien spécifiques d'intelligence artificielle dans le monde de l'élevage. Donc à commencer par Tanguy Morel. Tanguy Morel, vous êtes chef de projet au sein du service capteur équipement bâtiment de l'IDEL. Et vous allez nous présenter à l'échelle d'un bâtiment d'élevage quelles sont les perspectives d'intelligence artificielle et comment elles peuvent se déployer. Alors, je vais beaucoup utiliser le mot intelligence artificielle. Je vais peut-être parfois dire IA, c'est pas insémination artificielle, hein, on est bien d'accord, c'est intelligence artificielle. Donc par la suite, nous allons vous écouter Anthony Hippic. Vous êtes animateur technique chez FEDER, coopérative bovine et ovine, pour nous présenter l'équipement des colliers Mosae, un équipement de monitoring en élevage bovin. Dans un troisième temps, nous prendrons un petit peu de hauteur sur le secteur laitier. Je vous laisserai la parole, David Puech. Vous êtes responsable technique de nutrition animale dans le groupe Altitude, qui est également un groupe coopératif. Et vous allez nous présenter en quoi l'IA permet d'améliorer l'alimentation en élevage bovin laitier en utilisant des données issues du robot de traite. Et enfin, nous sortirons de la ferme Stricto Sensu pour nous pencher sur un projet tout à fait différent qui s'adresse plutôt à un public de techniciens. Maxence Bruyès, vous êtes chef de projet au sein d'Eliance, Fédération de services et de conseils en élevage, et vous allez nous présenter l'outil Phéno 3D. Avant de passer aux présentations, je vais laisser la parole à Bruno Collin. Bruno Collin, qui est éleveur de bovins laitiers et viande en Lorraine, qui est également président de l'Union coopérative Chloé et qui est président du pôle animal de la coopération agricole. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Albert. Alors je remercie Albert à 2 titres d'avoir engagé ce sujet de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle tout le temps. Nous, dans le monde du quotidien, j'aurais tendance à dire, elle s'est installée tout doucement dans les ordinateurs, les smartphones. J'ai l'impression qu'un smartphone, il y a tellement d'intelligence artificielle qu'on doit en utiliser peut-être 10% si tout va bien. Elle s'installe dans beaucoup de données dans nos élevages. Je veux dire, les données robots de traite, par exemple, c'est quelque chose où finalement il y a une masse de données. La météo aujourd'hui, on ne travaille plus sans une météo avec une station connectée, avec plein de nouveaux outils. Et ce qu'on souhaite savoir, c'est que finalement, et c'est pour ça qu'on a nos experts qui sont là, savoir finalement l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a des projets pour vraiment accompagner l'éleveur dans son quotidien? Parce que c'est ça le but, c'est simplifier la vie de tous les jours, au service des éleveurs, au service de la production, des filières. Et c'est comme ça qu'on voit cette démarche-là. Et donc Albert, merci d'avoir
pris ces thématiques-là assez osées. Et puis 2, d'animer aussi cette table ronde, puisque ce sera toi le grand animateur aujourd'hui, quoi. Donc je reviendrai vers vous pour la conclusion et on espère qu'on va entamer une belle présentation et un débat avec vous, puisque le but, c'est d'avoir vraiment un échange avec vous pour qu'on puisse faire vivre cette rencontre. Merci beaucoup Bruno. Et donc sans plus attendre, on va commencer avec vous, Jean-Pierre Chanet. Donc comme je le disais, vous êtes chef de département adjoint du département mathématiques et numérique à l'INRAE. Vos travaux de recherche portent principalement sur l'Internet des objets, mais aussi sur l'intelligence artificielle embarquée et sur l'intégration de données au sein de systèmes d'information. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter ce qu'est l'IA et nous démystifier un peu ce mot fourre-tout où on met plein de choses à la fois et en même temps on ne sait pas vraiment ce qu'il en est réellement. Donc voilà, je vous laisse préciser. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si je vais arriver à démystifier, mais... Donc, voilà, donc l'objet de l'introduction de cette séquence, c'est donc l'IA au service d'une agriculture durable avec un petit focus aujourd'hui sur l'élevage, bien évidemment, comme on est au sommet de l'élevage. Alors, grande question, qu'est-ce que l'IA? Donc, on l'a évoqué, c'est un peu un terme employé à toutes les sauces. Donc, j'ai rien de tel que les définitions pour comprendre des concepts. Donc, il y a une définition un peu pédagogique, on pourrait dire, à la CNIL, donc l'agence qui s'occupe un peu du numérique en France. Donc, c'est un ensemble de techniques informatiques. Donc, il y a toujours l'IA, d'où l'artificiel, c'est des machines, des ordinateurs, qui permettent à des machines de simuler certaines facultés de l'intelligence humaine. Donc, apprendre, raisonner, planifier, percevoir, comprendre le langage, interagir. Voilà. Donc, ça, c'est une définition un peu grand public. Et puis il y a une définition qui est plus forte, plus dure, c'est la définition réglementaire. Il y a au niveau Europe un texte qui s'appelle l'IA Act, donc qui a été voté l'an dernier et qui progressivement va se mettre en place au niveau des nations avec des décrets d'application. Et donc là, c'est un système donc, qui est automatisé, conçu avec des niveaux d'autonomie variables. Donc voilà, ça peut être quelque chose pleinement automatique, mais pas que. Il peut y avoir l'homme dans la boucle de l'IA, qui après avoir reçu des données, donc en entrée, important, il faut des données. Donc voilà, il faut des données de qualité, en grande quantité pour que l'IA fonctionne, et qui déduit comment atteindre un ensemble d'objectifs fondés sur des approches logiques, fondés sur des approches liées aux connaissances, à l'apprentissage, ou combinaison de ces méthodes. Donc ça, c'est le texte, j'allais dire officiel de l'Union européenne sur ce qui définit une IA. Alors pourquoi avoir réglementé? Parce que derrière se décline une catégorisation des IA. Donc le champ d'application du règlement dépend entièrement de cette définition qu'on a vue avant. Et donc, dans l'agriculture, il y a beaucoup de systèmes qui sont concernés, et notamment avec la notion de niveau de risque. Donc, les IA sont classées en 3 niveaux de risque dans ce texte réglementaire. Des risques inacceptables, donc c'est des applications qui sont interdites en Europe. Donc, on peut avoir des IA manipulatrices, la notion de notation sociale, vous avez peut-être entendu parler dans certains pays avec des reconnaissances faciales et des comportements de citoyens, on donne des notes sociales. Les IA manipulatrices, là, c'est plus difficile à cerner. Est-ce que les algorithmes des réseaux sociaux sont des IA manipulatrices? Je vous laisse réfléchir à cette question. Des risques élevés, là, c'est des choses qui nous touchent plus directement. C'est des IA qui opèrent sur des équipements de sécurité qui impactent la santé animale ou humaine. Donc on voit directement le lien avec l'élevage. Donc il y aura un certain nombre de règlements qui vont s'appliquer aux IA qui travaillent sur les animaux et sur les fermes. Et puis après, il y a des IA plus limitées ou minimales qui, là, c'est des choses qui sont déjà largement répandues. Les chatbots, par exemple, quand on interagit avec son opérateur téléphonique, qu'on s'énerve derrière son clavier, derrière, c'est une IA, un chatbot qui essaye de vous répondre tant bien que mal, jusqu'à vous passer la main à un opérateur parce que ça n'a pas réussi à résoudre votre problème. Alors si on illustre ça, si on prend un robot qui fait du diagnostic en élevage laitier, on peut le ranger dans la classification IA de deuxième niveau. Donc il faut le règlement impose une obligation de conformité avant mise sur le marché. Bon, ça c'est quelque chose d'assez classique, avec des évaluations, du marquage CE, une gestion du cycle de vie. Il faut que les données d'entraînement soient au moins bien définies,
la qualité, la représentativité, les non-biais. Donc dans l'élevage, par exemple, on peut dire si l'IA a travaillé exclusivement sur un type de race, sur une race type, et qu'après on essaye d'appliquer cet algorithme sur une autre race, on risque d'avoir des résultats biaisés et pas pertinents. Donc il faut que les données d'entraînement soient bien conditionnées à l'application qu'on veut utiliser. Et puis il y aura vis-à-vis des utilisateurs, donc des éleveurs, il faudra garantir une explicabilité minimale des décisions, c'est-à-dire pourquoi l'IA se comporte dans tel et tel cas de cette manière. Donc il faudra que le constructeur soit capable d'expliquer comment marche un peu son algorithme. Alors tout ça, c'est encore des textes assez généraux, il y aura des décrets d'application. La mise en œuvre va se faire jusqu'en 2027, donc il y a encore le temps de nombreux échanges et débats entre constructeurs, réglementaires, voilà, mais il y aura pas mal de textes pour encadrer un peu les documents et les applications. Alors, qu'est-ce qu'on met sous le vocabulaire IA en pratique ? On peut rassembler ça sous 5 grandes familles de techniques. Donc, historiquement, il y a ce qu'on appelait l'intelligence artificielle symbolique. Donc, c'est des choses qu'on connaît depuis très très longtemps. Donc, c'est les règles de décision, les systèmes experts qu'on avait dans les années 80. Voilà, si on observe tel phénomène, alors on prend telle décision. Donc, ça peut être plus ou moins compliqué, mais c'est de la logique, c'est des règles à base de connaissances. Donc, ça, c'est des choses qui existent et qui existent toujours. L'apprentissage supervisé. Donc là, on retrouve des choses qui apparaissent de plus en plus avec les puissances de calcul disponibles. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou deep learning. Donc on donne toute une série de données, le système apprend, et puis après, avec des nouvelles données, il est capable de dire, voilà, ce que j'observe, c'est bien une vache et c'est pas un mouton. Donc voilà, la reconnaissance des images. Apprentissage non supervisé. Donc là, c'est un peu plus compliqué. On n'apprend pas a priori. On découvre au fur et à mesure, on essaye de détecter des structures cachées, des comportements. Donc c'est des choses assez utilisées pour, par exemple, détecter des maladies émergentes. Il y a des travaux autour de ça. Comment, justement, dans la masse de données, essayer d'identifier des signaux faibles, des choses, justement, qui ne sont pas là en grande quantité, mais qui sont très pertinents à détecter. Apprentissage par renforcement, là c'est des familles qui ont le système évolue, on retrouve beaucoup ça en robotique, on ne sait rien a priori, et puis on apprend en marchant. Donc il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur internet, vous avez dû voir des robots chiens, des robots humanoïdes, et ils travaillent beaucoup par ce type de choses, ils apprennent tout seuls petit à petit à marcher, à se tenir droit, c'est des apprentissages par renforcement, donc basés sur on essaie, on échoue, on améliore, et donc voilà, c'est ce type de choses qui apparaissent notamment dans le cadre de la robotique. Et puis le cinquième, et que là on en parle tous les jours sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, dans les journaux, c'est l'IA générative, donc ChatGPT, etc. Donc là, c'est proposer des réponses à des questions tout azimut, sans domaine. Sachant que faut bien comprendre derrière, c'est pas du raisonnement, c'est des probabilités. Les IA génératives ont travaillé sur un grand corpus de données, beaucoup de données, tout Internet, pour ChatGPT, et puis on vous renvoie les réponses les plus probables. L'IA n'a pas raisonné, mais dans tout ce qu'elle a scruté comme document, les termes associés à votre question, les plus probables sont ceux qu'elle va vous proposer. Donc ce qui produit par exemple des hallucinations, parce qu'il n'a pas les données, mais voilà. Donc attention aux IA génératives, elles ne raisonnent pas, elles renvoient des réponses les plus probables. Alors quelques chiffres. Donc, on a vu, c'est dans les dernières années, il y a l'adoption des technologies, c'est des courbes que au niveau du business, on surveille. Le smartphone a eu une adoption assez rapide. Voilà, il y a des choses qui vont très vite entre le moment où ça sort et le moment où les consommateurs se l'approprient. Et on voit que dans l'IA générative, notamment, l'adoption a été fulgurante. Voilà, il y a 3-4 ans, personne ne savait ce que ça existait. Et puis, à l'heure actuelle, 80% des entreprises ont testé, ont essayé de mettre en œuvre des solutions à base d'IA. Donc voilà, c'est vraiment une part de marché qui s'est développée de manière phénoménale. Valeur du marché estimée 1,300 milliards de dollars d'ici 2032, donc grosse valeur, beaucoup d'investissements, beaucoup de levées de fonds des startups. Donc avec, on le verra tout à l'heure, peut-être un risque de bulle. Voilà. Pour l'instant, toutes ces entreprises ne gagnent pas d'argent, elles vivent sur les levées de fonds. Donc voilà, il faudra arriver à dégager vraiment de la valeur sur ces cas d'usage. Certains estiment que l'impact sur la productivité pourrait être de plus 30 à plus 40%.
voilà, y compris en agriculture, hein, donc voilà, dans tous les domaines. Voilà, donc voir comment ça peut changer les métiers et faire évoluer. Et puis bon, tout ça, en Europe, ça sera borné, très borné par la réglementation. Donc il y a encore pas mal de pression, avec notamment les Américains, eux, qui sont pour une dérégulation complète, et avec la pression, peut-être via les droits de douane ou autres, sur le fait que notre réglementation européenne va empêcher l'essor des IA américaines sur le territoire. Donc voilà, des luttes aussi d'influence entre les pays et des questions de souveraineté qui se posent derrière ces textes. Quelques tendances technologiques, les IA génératives, je l'évoquais, donc j'ai parlé de ChatGPT, mais il y a plein d'autres modèles qui existent. Donc ça, c'est la tendance actuelle. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est des modèles multimodaux. Comment on mélange texte, image, son, vidéo. On mélange tout ça dans une boîte et on ressort des décisions, des prises. Donc ça, pour l'agriculture, c'est intéressant parce qu'on peut mettre des textes réglementaires, des images, observer, mesurer des capteurs, et à la sortie, on a des choses. Et puis de plus en plus, ce qui apparaît là depuis quelques mois, c'est ce qu'on appelle l'agentique IA, c'est-à-dire des agents autonomes qui se débrouillent tout seuls pour aller chercher les services tout seuls sur Internet. Par exemple, à l'heure actuelle, vous pouvez demander à ChatGPT, achète-moi un billet de train pour tel endroit, et puis il va se débrouiller, il va aller chercher sur les sites de la SNCF ou d'ailleurs pour acheter le billet et pour vous proposer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Alors quelques exemples, vous en aurez après au moment de la table ronde, mais j'ai pris quelques exemples types dans l'agriculture. Donc autour de l'élevage, donc là c'est de l'apprentissage, tout ce qui est algorithme d'apprentissage. On observe ce qui se passe sur les animaux, sur les troupeaux, donc soit par des caméras, des capteurs. L'élevage s'y prête bien parce que depuis longtemps, l'élevage c'est quand même un secteur dans l'agriculture qui est très instrumenté. Donc il y a beaucoup de capteurs qui travaillent, qui relèvent des données, donc on utilise pas forcément pleinement, mais l'IA permet de maximiser. Donc par exemple, là, une publication qui met en évidence comment détecter un type de maladie sur les troupeaux à partir d'observations. Donc avec des taux de résultats qui sont très, très pertinents. Donc voilà, on détecte 2 jours avant la présentation des symptômes vraiment cliniques observables par l'homme. Donc une acuité plus forte que l'observateur humain. Et puis avec des bonnes précisions, pas beaucoup de... Voilà, et puis l'objectif étant d'améliorer le bien-être animal, de pouvoir intervenir le plus tôt possible et qu'ils ne souffrent pas trop longtemps et qu'on puisse les soigner à bon escient. Autre exemple, autour, il y en aura après, je pense, dans la table ronde, autour de l'élevage laitier. Donc beaucoup de travaux. Le robot de traite est un instrument assez formidable pour faire la traite, bien sûr, mais également pour recueillir des données. Donc l'avantage, c'est que les animaux y vont tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on peut mesurer tout un tas de choses et donc après déduire en fonction, mesurer la qualité du lait. Et puis si on croit ça avec les cours économiques, voilà, on peut avoir des prédictions de rendement, la production laitière. On peut optimiser tout ça. On verra lié avec l'alimentation. Enfin, il y a plein d'applications potentielles qui seront. Il y aura des exemples. Donc il y a plein d'exemples dans la littérature qui mettent en œuvre ce type de choses. Donc récupérer les données capteurs des robots pour optimiser la production à l'échelle du troupeau. Des choses un peu plus originales, donc voilà, utiliser la vision pour faire de la traçabilité sans boucle, sans rien. Donc voilà, comme on peut faire de la traçabilité chez les humains, donc chez les animaux, voilà, faire de la reconnaissance faciale chez les porcs. Donc voilà, on identifie de manière unique chaque porc et puis après on sait quand il vient manger, on le reconnaît. Et on est capable de faire tout ce qu'on pourrait faire avec les systèmes de traçabilité à boucle, mais sans leur percer les oreilles, sans les traumatiser par les opérations de mise en place de systèmes de traçabilité. Donc voilà, des travaux qui portent aussi sur la reconnaissance faciale des animaux. Et des travaux aussi sur tout ce qui est bien-être animal, essayer de capter des sentiments et des humeurs des animaux par rapport à la douleur, ce genre de choses. Il y a des travaux qui regardent ce type de choses. Enfin, un dernier exemple qu'on commence à voir apparaître. Donc, il y a notamment, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les ans, depuis 2 ans, au SIA à Paris, il y a un hackathon qui est organisé par la Ferme Digitale autour de comment on peut mobiliser les IA génératives pour
pour faire des choses en agriculture, des preuves de concept. Donc là, j'ai qu'un exemple d'une publication de l'an dernier, c'est comment faire un assistant agronomique conversationnel. Donc voilà, un chat GPT, mais vraiment dimensionné pour l'agriculture, donc qui a travaillé sur tous les textes réglementaires, on peut imaginer ce genre de choses, qui peut mobiliser les données. Et puis l'agriculteur peut poser des questions à la volée en fonction de ses besoins, de la question qui se pose à l'instant T. Il peut aussi prendre en compte des questions de contexte, comment prendre l'endroit où il est, le type de production, et puis voilà, il a des réponses un peu plus ciblées qu'un chat GPT très généraliste qui fait une moyenne un peu des réponses. Là, on peut faire des choses beaucoup plus carrossées pour un type de production, donc plus adapté aux besoins réels de l'agriculteur. Voilà, très, très rapidement, un petit panorama de toutes ces notions d'IA. Et puis maintenant, mes collègues vont illustrer tout ça avec des exemples concrets. Donc, Albert, Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc, comme vous l'avez expliqué, l'IA générative n'est qu'un pan des multiples formes que peut prendre l'intelligence artificielle. Donc vous l'avez dit, il y a plein d'autres modèles qui existent. Et la donnée et l'analyse qui est faite des données captées peut servir à des applications très concrètes, autres que l'intelligence artificielle générative. Et donc il y a de nombreuses perspectives qui existent, notamment dans les bâtiments d'élevage. Tanguy Morel, en pilotant divers projets au sein du service capteur équipement bâtiment de l'IDEL, vous avez certainement plein d'idées en tête. Et nous, on a aussi en tête que potentiellement l'IA pourrait gérer d'elle-même un bâtiment d'élevage qui est un lieu de vie pour les animaux, donc potentiel facteur de bien-être ou de mal-être. Le bâtiment peut aussi être source de tracas pour l'éleveur. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est envisageable, ce qui est faisable, ce qui est déjà fait potentiellement autour des bâtiments de l'élevage et de l'intelligence artificielle ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pas d'idée, oui, on en a à profusion. Hein. L'idée, c'est que je vais venir compléter l'intervention de Jean-Pierre Chanet, concrètement, dans les bâtiments d'élevage de ruminants. Quelle est la place de l'IA aujourd'hui et quelle est la place demain? Comment on pourra l'utiliser demain? C'est le but de ma petite intervention. Alors, aujourd'hui, quelles sont l'utilisation de l'IA? Donc, la première utilisation qu'on a aujourd'hui, ça va être sur la ventilation des bâtiments. La gestion des ouvertures, des rideaux, des bardages qui sont movibles, avec des paramètres qui sont prioritaires. Donc, on va capter la température, l'humidité, la vitesse de l'air. Et avec tout ça, l'IA va dire il faut ouvrir, il faut fermer les bâtiments. Hein. Donc, l'hiver, on va plutôt... Les paramètres peuvent changer en fonction des saisons aussi. Hein. L'hiver, en fonction des risques de pluie, des vents violents. L'été, ça va plus par rapport à de la pluie et surtout au rayonnement solaire. Et puis, la température pour des bovins, surtout, n'est pas forcément un paramètre prioritaire. Donc, l'IA, elle, va enregistrer tout ça et gérer nos ouvertures. La gestion aussi des ventilateurs. Hein, donc, en période de stress thermique, on va chercher des vitesses d'air sur les animaux, alors que l'hiver, on ne va pas forcément chercher ces vitesses de 20 à 3 mètres secondes. L'été, on va le chercher. Et tout ça, ça va être paramétré par rapport à des critères qu'on appelle ça le THI. Hein. C'est des critères de mesure aussi, température, humidité, qui vont permettre d'alimenter l'IA et donc de gérer la vitesse des ventilateurs sur les animaux. Donc ça, c'est une première application aujourd'hui qui existe. La deuxième application, Jean-Pierre Chanet l'a expliqué, sur la traite, donc je peux revenir, les robots de traite, gestion de la traite. Je reste aussi derrière le robot de traite, c'est aussi la gestion de l'isolement des animaux, l'isolement des animaux à problème, gestion du pâturage, sortie des animaux au pâturage, quelle parcelle aujourd'hui on va tourner. Et souvent dans une journée, on a 3 parcelles différentes, donc l'IA est là aussi pour gérer les parcelles en fonction de l'animal, s'il est sorti, pas sorti, est-ce qu'il a besoin de sortir, est-ce qu'il a déjà été trait ou pas. Et donc gérer aussi les alertes. Hein. Ça, c'est tout autour du robot de traite qu'on connaît bien. Ensuite, alors, des choses qui se développent à vitesse grand V aussi, ça va être sur la gestion de l'alimentation, hein, avec la robotisation, avec donc notamment les distributrices automatrices robotisées. Hein, il n'y a plus aucun pilote dans la machine. Et donc là, l'IA va travailler, hein, aller chercher l'aliment au silo, le distribuer, avec tous les aléas qu'il peut y avoir dans une ferme. Donc il va y avoir une gestion aussi du déplacement, de la distribution. Donc là, c'est vraiment des outils qui viennent de sortir et qui sont très performants.
En parallèle des distributrices automatisées et robotisées, on a les robots d'alimentation aussi, qui existent depuis plus longtemps, qui vont permettre de gérer plus les quantités à distribuer en fonction des lots d'animaux, et donc de passer devant certains lots et de détecter s'il y a besoin ou pas de redistribuer. Donc tout ça, c'est l'IA qui travaille là-dessus. Et maintenant, on a même des robots repousse-fourrage aussi, qui vont gérer plus ou moins le fait de repousser le forage en fonction des lots, en fonction des besoins des animaux, tout ça. Donc sur l'alimentation, on a aussi l'IA qui va travailler, et aussi autour du paillage. Donc maintenant, on a des pailleuses, on appelle ça des pailleuses intelligentes, qui sont commandées par une caméra qui va détecter dans les troupeaux s'il y a besoin ou pas de pailler. Et même des zones dans un box, s'il y a des zones qui ont besoin de plus de pailler, la caméra va commander le paillage un peu plus important dans cette zone-là et par rapport à d'autres. Et en fonction aussi des types d'animaux, s'il y a des zones où les animaux sont plus fragiles ou on payera moins, ou des animaux qui sont plus gros, on payera plus. Donc tout ça, c'est l'IA qui gère tout ça. Autre IA aussi, ça va être sur la gestion des effluents, avec la racleur lisier. Alors c'est la limite, est-ce que c'est de l'IA ou pas, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais surtout, c'est les collecteurs lisiers, les aspirateurs lisiers, qui eux vont aller chercher, vont se promener. Déjà, donc du fait de se promener, on a une intelligence qui intervient, et puis la collecte de ce lisier. Donc une fois que c'est plein, et on va vider. Donc avec tout le cheminement aussi dans un bâtiment, pas déranger les vaches. Aller peut-être aussi à des endroits où il y a plus de fréquentation, donc plus de lisier à aller chercher, donc aller plus souvent. Donc toute l'IA va être là aussi pour optimiser le déplacement de l'appareil et gérer au mieux la propreté des sols et aussi optimiser le fonctionnement de l'outil. Donc sur la gestion des effluents, on a aussi l'IA qui intervient. Alors, ça, c'est des choses très concrètes qui existent dans l'IA d'aujourd'hui. Il y a aussi des études qui ont lieu, notamment sur l'étude qui s'appelle le projet Bebop, qui est en train de... Donc, c'est le projet qui dit recherche et pour derrière appliquer l'IA sur encore d'autres fonctions. Là, l'idée de ce projet, c'est de détecter le mouvement des animaux, à la fois à l'auge, à la fois dans le déplacement, et de repérer sur ces animaux s'il y a des problèmes de déplacement, si les animaux vont moins souvent à l'auge, pourquoi. Donc repérer, anticiper un petit peu par rapport à l'œil de l'éleveur, anticiper des problèmes sur les animaux. Donc il y a tout ce projet qui est en cours de route et qui utilise donc des caméras, qui va analyser le déplacement, le comportement des animaux, la stature, la position de l'animal aussi. Donc vous avez un lien YouTube qui explique ce projet pour ceux que ça intéresserait aussi. Donc montrer aussi que voilà, on cherche à évoluer. Et donc ça, c'était l'IA d'aujourd'hui. Le projet, c'est pour l'IA de demain. Et quelles réflexions on pourrait avoir aussi sur la place de l'IA dans nos bâtiments demain. Alors, par rapport à la ventilation, on a déjà des choses qui existent, mais on pourrait aller plus loin. Donc détecter des vitesses d'air, rayonnement solaire au niveau des animaux, plus près des animaux, et réguler mieux la ventilation. Donc tout à l'heure, on était sur des THI. Donc THI, ça prend que la température, l'humidité. Là, on serait sur des capteurs HLI. Donc on rajoute des paramètres supplémentaires, la vitesse de l'air, le rayonnement solaire. Et donc ça permettrait d'être plus fin dans le bâtiment et de ventiler peut-être des zones plus que d'autres. Et donc adapter les ventilateurs et du douchage dans les bâtiments. Donc là, on a un exemple de capteurs dans le bâtiment qui vont capter la température, l'humidité, le rayonnement solaire et la vitesse de l'air, et donc de dire là, j'ai besoin de plus ventiler que d'autres zones, pour éviter de surventiler des zones et donc encourager les animaux à y aller, et de sous-ventiler des zones qui demanderaient à être mieux ventilées. Donc on pourrait avoir une cartographie des bâtiments et d'avoir une ventilation plus homogène dans ce bâtiment. Autre utilisation de l'IA qu'on pourrait avoir, c'est sur la détection, l'humidification des sols. Aujourd'hui, l'été, on a des fois des sols trop secs. Donc on pourrait avoir une caméra qui détecte les zones sèches et où on aurait un petit robot qui viendrait asperger un peu ces zones-là pour humidifier un peu ces zones, pour éviter le beurrage quand on a des racleurs qui passent. C'est bon, c'est revenu. On touche à rien. Donc ça peut être aussi sur un robot aspirateur. On rajoute l'aspersion aujourd'hui, c'est un robot collecteur lisier existe, mais on pourrait rajouter le système plus intelligent pour asperger que des zones qui seraient nécessaires.
Optimiser le nettoyage et le paillage aussi, avec une adaptation en temps réel par rapport au comportement des animaux. Par rapport au fait qu'on a un troupeau ou des vaches en chaleur dans un lot, ben, la caméra pourra détecter et puis on ira repailler plus souvent cette zone-là, par exemple. Et aussi, donc, détecter, alors ça, c'est des projets encore plus lointains ou plus farfelus, mais ça arrivera un jour, je suis sûr. Détecter et prélever automatiquement de la bouse. Une vache, elle bouse, pof, la caméra repère, et donc on a un petit robot un petit motocrotte qui va aller récolter la bouse et puis nettoyer tout de suite pour éviter qu'une vache derrière se couche dans la bouse. Là, on a un exemple qui est concret. Ça existe. Bon, c'est pas encore, c'est du prototype. Ça demande encore à être peaufiné, mais voilà. Autre utilisation de l'IA, ça va être sur reconnaissance faciale, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir. Sur la détection précoce de maladies, donc tout à l'heure par rapport au projet Bebop, c'est détecter aussi des problèmes sur des animaux qui boiteraient ou qui se comporteraient bizarrement. C'est aussi optimiser l'éclairage dans les bâtiments, compléter la lumière du jour par exemple, si on a un jour de brouillard, c'est compléter cette lumière par une lumière artificielle. On a vu quand on vache laitière, 16 heures par jour sur une lumière qui a 200 lux, on gagne 5-10% de production laitière. Et ben, l'intelligence pourrait avoir sa place ici pour aller compléter cette lumière naturelle, qui serait pas suffisante à certaines périodes de l'année ou du jour. Optimiser aussi, réduire l'utilisation de l'eau ou d'énergie. Dans l'usage de l'eau, il y a des moments où peut-être, tout l'abreuvement, il ne faut pas freiner, mais justement, il y a des moments où on a besoin de plus d'eau, donc il faudrait envoyer un peu plus d'eau, et puis des moments où on aurait moins besoin d'eau parce qu'il y a moins d'animaux, ou des périodes de la journée où les animaux sont couchés. Donc on pourrait mieux optimiser cette utilisation-là. On pourrait aussi maintenir des équipements de robots, utiliser l'IA par rapport à la maintenance des équipements, anticiper sur des problèmes de panne, sur des problèmes de panne de ventilation, des abreuvoirs qui pourraient être usagés, donc les changer, des robots d'alimentation qui ont des heures de travail et donc on pourrait anticiper des problèmes. Voilà, l'intelligence pourrait anticiper des potentielles pannes sur des équipements. Alors ça, c'est par rapport à l'utilisation des bâtiments, mais on pourrait aller plus loin. Moi, j'étais 20 ans conseiller bâtiment. Alors bon, je le vois peut-être pas très bien ça, mais on pourrait utiliser l'IA pour faire des plans de bâtiment pour des éleveurs. L'éleveur dit, là, j'ai besoin de ça. L'IA génère un plan de bâtiment pour ses besoins. On pourrait réfléchir à ça. L'IA pourrait aussi servir au suivi de chantier d'un projet. On dit, voilà, aujourd'hui, le maçon doit arriver, il doit faire ça. Donc voilà, c'est des choses que pourraient, la place de l'IA pourrait être là, dans ces domaines-là. Le choix, donc quand on parle plan de bâtiment, ça peut être le choix aussi des bardages, des équipements nécessaires pour l'éleveur, avec des simulations 3D sur le bâtiment du futur que l'éleveur souhaiterait. Et enfin, je finirai par une idée aussi d'utilisation de l'IA. Ça va être sur le dressage des vaches aller aux toilettes. Quand on dit ça, les Canadiens avaient essayé de dresser les vaches aller aux toilettes il y a quelques années. Et je pense que le bovin, c'est l'animal qui est le moins intelligent, entre guillemets, par rapport à ça. Donc c'est très compliqué de le dresser. Mais peut-être que l'IA nous aiderait à le faire, par rapport à une reconnaissance des comportements précurseurs de l'animal qui fait le dos rond pour aller uriner. Donc l'IA pourrait anticiper tout ça, en dire, oula, la vache là, va faire ses besoins, donc il faut peut-être qu'on amène un petit robot derrière. Choses comme ça, ou sinon aussi c'est encourager l'animal à un certain moment par rapport, si elle prédit 5 minutes avant qu'elle allait uriner, c'est peut-être commencer à la diriger dans des toilettes. Ou aussi peut-être que l'IA saurait dresser une vache pour aller aux toilettes. Alors je vous dis ça fait un peu sourire, mais en fait ça serait une révolution. Dans les bâtiments d'élevage, en fait, aujourd'hui, on s'embête à loger des vaches par rapport au problème d'éjection. Si la vache allait aux toilettes, il n'y aurait plus de logettes, il n'y aurait plus d'air payé, il n'y aurait plus de raclage, il y aurait encore de la fosse, mais on aurait un bâtiment beaucoup plus simple. Et des fois, donc plus simple et moins cher. Et donc, si on arrivait à utiliser cette IA par rapport à ces déjections, on pourrait mieux valoriser les déjections, parce que on pourrait peut-être trier l'urine de la bouse, donc peut-être mieux gérer notre déjection, réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on n'aurait plus de déjection qui traînerait sur les airs extérieurs, parce que les gaz à effet de serre, c'est la combinaison urine et fesses qui font que ça dégage l'émission d'effet de serre, et si on n'avait pas ça, on réduirait fortement les émissions. On pourrait améliorer bien forcément l'hygiène et réduire les problèmes de qualité du lait et des problèmes de quantité de litière, puisqu'on n'aurait plus de litière, ou quasiment plus.
Et puis, on pourrait conserver un logement sous couchage libre, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de logette parce qu'on n'aurait plus la nécessité d'obliger les vaches à se coucher correctement pour éviter de se salir. Donc voilà, quelques idées d'utilisation de l'IA dans les quelques années à venir. Merci beaucoup Tanguy. Alors, pour mettre une petite nuance, tout ce que vous nous avez présenté là, ce ne sont que des données qui s'intéressent à des données extérieures à l'animal, pas des données physiologiques propres à chaque individu. Et c'est justement ce que vous proposez chez FEDER. Anthony Pic, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes animateur technique au sein de la coopérative FEDER et vous accompagnez vos éleveurs via un système de monitoring Mosae. C'est un système qui fonctionne sur un principe de collier installé sur chaque animal et qui va chercher de la donnée physiologique directement. Donc c'est un véritable vivier d'informations permettant d'analyser au cas par cas les animaux qu'on a décidé d'étudier. Oui, merci Albert, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, avant de faire une petite présentation, on a une petite vidéo là qui va expliquer un petit peu le produit qu'on commercialise chez FEDER. Donc, un petit aparté sur FEDER, on est une coopérative à la base de négoce et de commercialisation de bovins et d'ovins, et au sein de laquelle on a un service technique qui propose une gamme d'agrofournitures assez large, et notamment une gamme de monitoring depuis maintenant quasiment 10 ans, au sein de laquelle est arrivé donc Mosae de la marque IoT. Voilà, donc petite vidéo, j'espère que le son va être bon. Mosae est un capteur de mouvement qui surveille chaque animal en continu. Une fois placé sur l'animal, il communique avec la base jusqu'à 1,5 km de distance. Pour booster les performances de votre troupeau, Mosae dispose de 6 services, comme la détection des chaleurs, la surveillance des vélages ou encore le suivi de l'alimentation. Mosae vous accompagne dans l'amélioration de vos performances. Gain de 15 jours d'IVV, des périodes de vélage raccourcies, une diminution de temps de surveillance des chaleurs et du confort au quotidien. Pour chercher... On reprendra la vidéo après. Donc pour recontextualiser, aujourd'hui, Mosae, donc gamme de monitoring, on l'a vu, un collier qui va être placé au niveau du cou de l'animal. Ce collier, il va venir nous permettre de collecter tout un tas d'informations, des informations brutes, des informations sur le mouvement de l'animal, sur l'inclinaison, donc avec l'inclinaison du capteur, des informations sur la vitesse de déplacement du capteur. Et derrière, toutes ces données vont être collectées par une antenne qui derrière les données vont être remontées sur des algorithmes, vont passer dans des algorithmes. Et grâce aux données brutes qu'on a eues, on va pouvoir définir tout un tas d'indicateurs qui vont permettre à l'éleveur, enfin qui vont être une aide à la décision pour l'éleveur. Donc de là, on va pouvoir aller chercher des temps de rumination, des temps d'ingestion, des temps de mastication, donc derrière des problèmes alimentaires, des temps de couchage de l'animal, des temps de présence debout. Et donc là, on est plutôt vraiment sur la partie bien-être par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Mais derrière, d'un point de vue éleveur, ce qui va intéresser prioritairement, ça va être tout ce qui va être détection de vélage, détection de chaleur. Donc là, on va plutôt être sur le bien-être de l'éleveur. Aujourd'hui, ce qui pousse les éleveurs à s'équiper sur ces outils-là, premièrement, c'est le manque de main-d'œuvre, le manque de surveillance dans les exploitations. Aujourd'hui, les exploitations sont de plus en plus grosses. Surveiller des vaches, c'était facile quand il y en avait 40 sous le bâtiment. Aujourd'hui, on a des exploitants qui n'habitent plus forcément sur place, qui ont plusieurs bâtiments, qui ont plusieurs lots, qui ont plusieurs catégories, sur différentes communes parfois. Et la difficulté de surveillance, elle impose une astreinte qui est assez conséquente. Aujourd'hui, sur des élevages, si vous voulez surveiller les chaleurs de vos animaux, toutes les études montrent qu'il faut compter à peu près 20 minutes matin, midi et soir de surveillance, donc par bâtiment, et 20 minutes à partir du moment où les animaux ont oublié votre présence dans le bâtiment.
on va dire qu'une vache, elle oublie que vous êtes là à peu près au bout de 10 minutes. Ce qui fait qu'on a des éleveurs par bâtiment qui pourraient passer jusqu'à 1h30 pour détecter des chaleurs, pour aller sur de l'insémination artificielle par la suite. Aujourd'hui, les éleveurs, nous, quand on va les voir pour ces outils-là, ce qu'ils nous demandent, c'est surtout, en premier lieu, une aide pour aller sur de l'insémination artificielle. Pourquoi l'insémination artificielle? Alors, je dis insémination artificielle pour ne pas être en concurrence avec l'IA, qui est le thème d'aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est d'avancer beaucoup plus vite au niveau génétique. C'est d'avoir une offre génétique qui va être beaucoup plus large que ce que l'éleveur pourrait avoir chez lui en achetant directement ses taureaux. Aujourd'hui, on a monté des petits simulateurs, on a fait des études sur la différence entre un éleveur qui va être en monte naturelle par rapport à un éleveur qui passerait en insémination artificielle avec un outil de monitoring. Le gain que l'outil va lui permettre d'avoir techniquement sur son exploitation va largement compenser le coût de l'investissement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie élevage. Donc ensuite, sur la partie, si on veut aller sur la partie bien-être éleveur, l'éleveur va s'en servir pour, donc on l'a dit, pour gagner du temps, pour gagner de la tranquillité aussi. Je reprends souvent cette anecdote qu'un éleveur m'a dit, c'est un vélage, c'est blanc ou c'est noir. Le veau, il est vivant ou il est crevé, mais on sait à quoi s'en tenir. La repro, tant que la vache, elle a pas revélé, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et aujourd'hui, vous mettez un taureau dans une case, ce que vous voulez. Tant qu'on n'a pas une écho, tant qu'on n'a pas un vélage, on ne sait pas où on en est. L'avantage de ces outils-là, c'est qu'on va surveiller la vache en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc dès que la vache, s'il y a un avortement, si elle n'est pas pleine, on va le savoir directement et on va pouvoir indiquer ça tout de suite à l'éleveur. Donc derrière, ça va nous permettre de gagner en temps, en réactivité. Et donc derrière, si on gagne du temps, on gagne de l'argent, ça c'est implacable. Aujourd'hui, les animaux qui sont improductifs sur une exploitation, ils sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils rapportent. Les éleveurs qui s'équipent veulent aller sur une optimisation de leur structure, gagner en temps d'IVV. Sur les études qu'on a pu faire sur les différents distributeurs de monitoring, quelle que soit la marque, aujourd'hui on est à peu près sur des gains moyens de 15 jours, donc avec plus ou moins d'écart type en fonction du niveau de départ. Donc un IVV aujourd'hui, si on compte à 3 jours de présence de coûts alimentaires pour une vache, si on gagne 15 jours, on a gagné 45 €. C'est déjà plus que ce que coûte un capteur à l'année pour équiper une vache. Derrière, vous allez gagner en efficacité sur des doses, donc les doses d'insémination. Si on arrive à détecter la chaleur au bon moment, à donner l'instant exact à laquelle, du moins la fenêtre sur laquelle il faut se rapprocher pour inséminer l'animal, on va gagner également en paillettes. Donc une paillette aujourd'hui, avec la pose, on va être à peu près, alors selon le niveau génétique de la paillette, mais entre 50 et 60 € de la dose. On peut arriver à gagner, alors selon les exploitations, mais en moyenne, on va être sur une demi-paillette par vache. On va gagner, enfin voilà, tous ces gains-là vont aussi sécuriser l'éleveur d'un point de vue technique et donc d'un point de vue économique derrière. Si on en vient maintenant sur la partie plutôt bien-être animal, là ça va plutôt être la partie réactivité au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé de la vache. Donc tous les indicateurs qui vont nous être fournis d'un point de vue alimentaire, donc le temps d'ingestion, le temps de rumination, le temps que l'animal va passer debout, le temps que l'animal va passer couché également, tout ça c'est des indicateurs qui vont derrière potentiellement en fonction des différences et des alertes nous indiquer qu'une vache peut être malade, peut avoir de la fièvre, peut avoir une mamite, un corps étranger. Et on va pouvoir gagner en réactivité. Tout à l'heure, alors ça me fait plaisir parce que dans les présentations précédentes, on était à peu près sur les mêmes chiffres, entre 24 et 48 heures de réactivité d'intervention pour un éleveur. Et aujourd'hui, sur des animaux, c'est 24-48 heures. Ils ont leur impact, ils ont leur intérêt à aller gagner que ce soit sur des vaches laitières, que ce soit sur des vaches allaitantes. On va pouvoir contrôler tout ça, intervenir plus tôt pour que l'état de santé générale de l'animal se dégrade beaucoup moins.
On va pouvoir aussi intervenir sur des temps de couchage. Ici, l'idée, c'est de... Parce qu'on va dire, bon, ben, la vache, elle peut se coucher comme elle veut, c'est pas un problème, elle est dans son bâtiment, elle a de la place en logette, elle a de la place sur l'air paillé, elle peut aller se coucher. Oui, mais non, ça se passe pas comme ça. Dans les faits, on a des gabarits de vaches qui augmentent tous les ans avec le niveau génétique. Et on a des bâtiments, des fois des vieux bâtiments, notamment en vaches laitières, où les logettes ne sont pas retravaillées. Les vaches se couchent moins bien selon les gabarits. Et en fait, on va pouvoir aller identifier ça et faire le point avec l'éleveur et lui montrer que techniquement et économiquement, il aurait potentiellement à gagner pour le bien-être de ces vaches qui ne se couchent pas. Et donc derrière, voilà, il y a l'aspect bien-être de la vache, mais il y a l'aspect économique. On peut avoir également des infos, donc je disais tout à l'heure sur la partie ingestion. L'ingestion, la production laitière, enfin je regarde mon collègue après qui interviendra après, qui sera encore plus performant que moi là-dessus, mais là, on sait que l'ingestion va avoir un impact significatif sur la production laitière derrière. Et aujourd'hui, maîtriser l'ingestion, c'est maîtriser aussi la production laitière. Ce genre d'outil est là pour ça. Donc on maîtrise, oui, l'aspect technique, mais derrière, on maîtrise surtout l'aspect économique. Je vais finir juste là avec les témoignages de deux éleveurs là, qui reprennent un peu avec leurs mots à eux ce que ça leur apporte la technologie. Des colliers pour les chaleurs, car on trouvait qu'on passait beaucoup de temps à la surveillance et on ne savait pas le moment précis où il fallait inséminer. Du coup, avec ces colliers, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, on a beaucoup moins de surveillance et on insémine maintenant au moment, à l'optimum de la chaleur. On s'est amélioré sur l'IVV de nos vaches, donc même sur nos primipares. Aujourd'hui, il colle quasiment à celui de nos multipares. Donc c'est vraiment une grosse réussite. Et on s'est rendu compte aussi que nos premières IA fonctionnaient mieux. Ensuite, sur le vélage, ça nous gagne aussi du temps et de pouvoir vivre avec tout le monde sans être obligé de regarder la caméra toutes les heures. Le truc, on va dire, le plus intéressant pour moi dans cet outil, c'est la simplicité de l'interface. Je veux dire, le matin, quand on ouvre le téléphone, je veux dire, en moins de 30 secondes, on a fait le tour d'à peu près toutes les questions intéressantes. Je veux dire, que ce soit les chaleurs, les problèmes d'alimentation, de confort. Je veux dire, c'est très très simple d'utilisation. On clique dessus et après, on a tout de suite l'information pertinente pour éventuellement contacter l'inséminateur ou prendre une décision plus importante par rapport à une problématique donnée. Voilà, aujourd'hui là-dessus, c'est des constats, c'est des retours d'éleveurs qui sont assez importants. En vache laitière, le monitoring il est présent depuis de très longues années. En élevage allaitant, nous, ce qui nous concerne le plus chez FEDER, c'est quelque chose qui est en train d'arriver tranquillement là depuis 5 ans. Il y a 5 ans, les premiers éleveurs que j'ai équipés, les voisins les regardaient avec des yeux, c'est quoi ce fou ? Aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui nous disent mais dans 2 ans, tout le monde sera équipé en fait. On ne pourra pas faire sans parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, vu les prix de la viande ou du lait, d'ailleurs, c'est la même chose, techniquement, il faut qu'on soit bon parce qu'il y a des gains à faire et ces gains, ils vont rapporter gros à la fin. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation qui nous donne un bon aperçu de ce qui peut être fait concrètement sur une application de l'IA en élevage. David Puech, vous en tant que responsable nutrition animale du groupe Altitude, vous avez orienté vos travaux dans une toute autre optique. Plutôt que d'aller chercher de la donnée en utilisant des capteurs, vous utilisez en fait des données qui sont disponibles depuis très longtemps, qui sont très longtemps restées inertes ou du moins pas optimisées à leur potentiel réel. Et donc vous allez nous présenter la valorisation des données issues du robot de traite en élevage laitier. Oui, effectivement, merci Albert. Donc l'idée, c'est effectivement de vous donner un regard d'un technicien nutritionniste que je suis auprès d'éleveurs équipés de robots de traite. Avant d'aborder le sujet, j'ai simplement pris un peu de recul. Donc j'ai été chercher, notamment à travers une étude qui a été menée par l'IDEL, qui est récente, le niveau d'équipement, en fait, en outils numériques des éleveurs laitiers en France. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2024, qui a été réalisée auprès de 2008 élevages français. Et donc si on fait le focus sur les éleveurs laitiers, parmi cette population d'éleveurs-là, en fait on s'aperçoit que 92% des fermes
enquêtés possèdent dans la gestion de leurs animaux au moins un équipement connecté et qu'elles ont en moyenne plus de 6 outils numériques par ferme. Alors, l'enquête nous dit que ce sont plutôt des fermes de taille importante, généralement au-delà de 100 vaches laitières. Ce sont plutôt des éleveurs qui ont des niveaux de production par vache assez élevés, supérieurs à 9600 litres. Et ce sont plutôt des éleveurs qui ont assez peu de parts de pâturage dans leur système, dans leur assolement. Voilà, donc maintenant, si on fait le lien directement avec les robots, ce que nous révèle l'enquête, c'est qu'il y a parmi ce panel d'éleveurs 31% des élevages laitiers qui étaient équipés de robots. C'est à peu près le reflet aujourd'hui de la ferme France, c'est-à-dire qu'on a entre 25 et 30% des élevages laitiers en France qui sont équipés de robots aujourd'hui en 2025. Il faut savoir que le premier robot en France, c'était en 1992, je crois, dans le département de la Somme, donc ce n'est pas nouveau. Par contre, il y a un développement qui a vraiment été exponentiel, et en particulier ces dernières années, puisqu'en 2000, on comptait en France 40 élevages seulement équipés. Aujourd'hui, on est sûrement autour de 10 000 élevages laitiers équipés de robots de traite. La perspective à 10 ans, 2035, ce que nous révèle cette étude-là, c'est qu'on sera plutôt sur une ferme sur deux laitière équipée de robots de traite. Voilà. Actuellement, dans les nouvelles installations ou les refontes d'installations existantes, 9 fois sur 10, en élevage laitier, c'est un robot qui est mis à la place du système de traite qu'il y avait auparavant. Donc il y a vraiment une explosion de l'installation de ces robots de traite en France. Alors, que nous disent les éleveurs à travers cette enquête quant à leur motivation à s'équiper sur des outils connectés, des outils numériques tels que le robot de traite? Alors, ils expriment des bénéfices, mais aussi des limites. Donc, sur la partie gauche, les bénéfices qui arrivent en priorité. Bien sûr, il y a le sujet du confort de travail, la souplesse d'organisation, le gain de temps, la limitation de l'astreinte. Donc ça, c'est clairement identifié en particulier pour les robots de traite. Ils évoquent le fait, dans les avantages aussi, le suivi d'élevage, donc avec notamment de la réactivité sur le retour de certaines infos, des infos autour de la santé, on le verra tout à l'heure. Enfin, ils évoquent aussi des aspects un peu plus d'ordre sociétaux, tels que l'attractivité du métier, c'est-à-dire qu'ils se disent, si demain je dois recruter un nouvel associé dans ma structure, quand après-demain je vais devoir transmettre ma structure, et bien si elle est équipée d'outils comme le robot de traite, elle sera plus facile à transmettre. À droite, ils évoquent aussi certaines limites. Donc, en premier lieu, il y a la notion d'intérêt économique parfois. Un robot de traite, aujourd'hui, c'est à peu près les 150 000 € d'investissement pour traire autour de 60 à 65 vaches maximum. Donc, ils se posent la question du retour sur investissement de ce robot de traite. Ce qui est ressorti de cette enquête également autour des nouvelles technologies, c'est parfois la complexité d'utilisation. Et qui fait le lien avec la partie en bas de cette slide, l'apparition de nouvelles tâches. Certains éleveurs disent « mais moi, je n'ai pas envie d'accorder trop de temps à l'analyse de la donnée. Je manque de formation pour faire ça. » Donc voilà les limites qui sont mises en évidence à travers cette enquête-là et sur laquelle nous, on s'est basé pour essayer d'apporter une réponse. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de données, de data. Finalement, ces éleveurs, qu'est-ce qu'ils disent de la data qui leur appartient? Est-ce qu'ils sont prêts à la partager et avec qui? Donc en fait, on s'aperçoit, encore une fois dans cette enquête-là, que pour la large majorité d'entre eux, près de 8 sur 10, ils sont prêts à partager cette donnée avec les personnes qui interviennent techniquement dans la gestion de leur élevage, donc les vétérinaires, les conseillers, qu'ils soient conseillers nutrition ou autres, éventuellement aussi avec d'autres éleveurs, pour se comparer à des systèmes proches des leurs. Par contre, sur la partie droite, ils sont minoritairement favorables à communiquer leurs données auprès notamment d'entreprises privées qui vont valoriser ces données-là. Voilà, donc en synthèse de cette première phase introductive, on a des installations de robots de traite qui sont exponentielles, qui vont représenter bientôt une ferme sur deux. On a des éleveurs qui émettent comme limite parfois justement le temps à passer pour valoriser cette donnée et la compétence que cela demande. Ils évoquent aussi la limite du retour sur investissement. Voilà. Par contre, ils nous disent qu'ils sont plutôt favorables pour partager la donnée. Donc on verra, nous, en tant qu'entreprise de conseillers en nutrition animale, comment on peut, à travers tous ces éléments-là, leur apporter une offre pour justement les aider à valoriser cette donnée-là. J'y reviendrai dans la troisième partie de ma présentation. Avant d'aller là, je voulais
lister quelques applications, hein, puisque aujourd'hui la thématique générale c'est le bien-être animal. Donc à travers les robots de traite et notamment l'utilisation, le recours à l'IA. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, c'est quelques exemples de valorisation de la donnée qui est faite aujourd'hui par les robots de traite. Alors j'ai listé 3 marques, les 3 principales, De Laval, GEA et Lely. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Hein. Donc De Laval aujourd'hui, il propose pour certains robots qui sont équipés d'une caméra de prendre en photo en fait, l'animal à chacun de ces passages robots. Hein. C'est une photo du dos de l'animal. Et en fait, à partir de cet élément-là, et grâce à l'intervention de l'IA, il va estimer la note d'état corporel de l'animal et surtout l'évolution de cette note d'état corporel au fil de la lactation. Et puisque chaque fois que l'animal passe au robot, il est pris en photo. Donc toutes ces données sont agrégées et à travers l'IA, ils arrivent à estimer une note d'état corporel et donc à savoir si le suivi, notamment en termes d'alimentation, est cohérent par rapport à la note d'état corporel objectif de l'animal au stade de lactation donné. Il y a beaucoup d'analyses de lait qui est réalisée en temps réel hein, par les robots de traite, donc qui permettent d'élaborer des index de synthèse qui vont justement, alors ça a été évoqué par mes collègues, hein, permettre d'anticiper la détection d'inflammation de mammites, par exemple à travers l'analyse de la conductivité du lait, à travers l'analyse de la couleur du lait, des cellules somatiques. Toutes ces analyses sont traitées par l'IA pour émettre un index de synthèse, un score de santé combiné, et qui va permettre d'alerter l'éleveur en amont de l'inflammation, en amont de la mammite, de la nécessité de porter une attention particulière à l'animal. Pour ce qui est de l'outil GEA, donc là aussi il y a un système qui s'appelle Cattle Eye, qui est relativement récent là, sur les dernières solutions de ces robots de traite-là, qui est également une caméra placée à la sortie du robot et qui va en fait, en filmant l'animal et en filmant la façon dont il se déplace, détecter les irrégularités de mouvement de cet animal-là. Cela va permettre en fait une intervention précoce et éviter une dégradation de la santé de l'animal. Et on sait que la locomotion en robot de traite, c'est quelque chose qui est très important, puisque les animaux sont amenés à se déplacer pour aller se faire traire. Et si la locomotion est dégradée, eh bien, toute la performance technique et économique s'en ressent. Donc si on peut agir en amont de l'arrivée de ces problèmes de locomotion-là, c'est l'idéal. Et cet outil-là, encore une fois, dont la donnée est valorisée par l'IA, le permet. Toutes ces données-là aussi, enfin toutes ces façons de procéder-là, sont non invasives pour les animaux, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les contenir pour aller peser ou pour aller estimer la note d'état corporel, il n'y a pas besoin de les contenir pour aller regarder ce qui se passe en termes de boiterie. Donc c'est aussi du bien-être animal et c'est aussi de la tranquillité pour l'éleveur. Enfin, pour terminer sur cette partie-là, la marque de robots Lely a développé, donc, à travers sa plateforme qu'elle appelle Horizon, une plateforme de gestion de la ferme connectée. C'est-à-dire que dans une même ferme donnée, il peut y avoir, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs solutions automatisées, plusieurs robots, donc un robot de traite, un robot de distributeur de rations, un robot repousse-fourrage. Et en fait, l'outil, à travers l'IA, va agglomérer l'ensemble des données provenant de ces plusieurs robots dans un même élevage, le rapprocher de données d'autres partenaires ou d'autres éleveurs qui utilisent ces mêmes solutions-là, pour donner des recommandations, notamment en termes de gestion du travail. Voilà. On parlait de bien-être animal, il y a aussi le bien-être de l'éleveur, ça c'est une solution concrète. Sur la santé métabolique, Lely propose effectivement par l'analyse des taux du lait, taux butyreux, taux protéique, de déceler, et là aussi en amont, des troubles qu'on rencontre notamment en début de lactation, des troubles d'acidose, des troubles de cétose. Voilà, donc là aussi, on est aussi sur le bien-être animal. Voilà, la dernière solution, Lely, la permet aussi, pour brancher les vaches, d'avoir en plus d'un laser une caméra 3D qui va suivre le mouvement de la vache et de sa mamelle lorsqu'elle est branchée, de sorte à reproduire au mieux le branchement se rapprochant de l'action de l'homme. Voilà, donc il y a bien sûr, à travers les interfaces qui pilotent les différentes marques de robots, de la donnée qui est traitée, de la donnée qui est mise en forme, mais il y a aussi beaucoup de données brutes qui n'est pas valorisée.
beaucoup de données en lien avec la production notamment. Et le constat que l'on a fait aussi, c'est que le lien entre cette performance technique et la performance économique, à travers ces solutions proposées par les robots de traite, est encore assez peu présente. Voilà, donc nous, par rapport à ça, et au regard de ce que nous a exprimé les éleveurs à travers l'enquête, on a cherché à avoir un outil qui permette justement de se connecter directement à ces données, à ces robots, de façon automatisée, et quelle que soit la marque de robot, et pour aller valoriser toutes ces données, et notamment faire le lien avec l'aspect économique. Donc nous, on a sollicité notre firme service CCPA. Il ne faut pas que je dise de bêtises, puisqu'il y a une délégation de CCPA présente dans la salle, dont le directeur. CCPA, en fait, c'est notre firme service. Alors, il faut savoir que tous les fabricants d'aliments français travaillent avec une firme service, qui est en fait une structure qui va gérer la recherche et le développement de façon mutualisée pour plusieurs fabricants d'aliments. Et donc, ils ont travaillé depuis sur plusieurs années, pour développer un outil qui va répondre aux problématiques qu'on vient d'évoquer, qui s'appelle l'outil Farmival, et donc qui a été développé et testé depuis plusieurs années, et qui est lancé cette année en 2025, qui va permettre de répondre justement à cette problématique de valorisation de la donnée. Alors l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ce que comporte cet outil-là, c'est que plutôt que vous en compreniez le principe de fonctionnement. Donc on va avoir, donc l'éleveur donne son accord, parce que contractuellement, il faut signer des documents de sorte à ce qu'on puisse accéder aux données de ces robots, quelles que soient les marques. Et derrière, on a un certain nombre d'items synthétiques qui nous mettent en forme en fait, la donnée qui est produite en élevage. Donc là, il y a 8 items principaux. Donc là, c'est un des items techniques en lien avec la production. Donc on va voir effectivement qu'on a réparti en fonction des groupes d'animaux, en fonction du stade de lactation. Donc on n'est plus sur des tableaux bruts de données, mais on est vraiment on va jusqu'à l'individu, des niveaux de performance avec des positions d'animaux qui sont en dessus ou en dessous de l'objectif que l'on s'est fixé. On a sur la partie droite les quantités d'aliments consommés par les animaux en fonction du niveau de lait qui est produit. On a la possibilité aussi d'avoir un historique directement. On peut revenir en cliquant très simplement sur les différentes semaines qui ont précédé la semaine du jour où on fait cette analyse-là. Donc on a aussi un regard dans le rétro très rapide. Alors il y a plusieurs items. Il y a un item bien sûr autour de la santé, où on a des codes couleurs qui nous permettent assez rapidement de voir quelle est la part d'animaux qui sont en zone à risque, quelle est la part d'animaux qui sont conformes. Et puis on a surtout des éléments en lien avec l'approche rentabilité. On a vu tout à l'heure dans l'enquête que les éleveurs étaient soucieux de connaître le retour sur investissement finalement qu'ils vont faire quand ils investissent dans un robot. Nous, ça nous paraissait important, effectivement, en tant que nutritionniste, justement de leur apporter ces éléments de réponse-là. Donc, on travaille à travers un indicateur qui est la marge surcoût alimentaire, qui est en gros la marge générée par un animal en fonction du lait qu'elle produit, déduit du coût de la ration et de l'aliment qui est apporté. Et en fait, on va fonctionner en se fixant un objectif, c'est-à-dire qu'on va dire à l'éleveur, voilà, toi aujourd'hui, la situation actuelle chez toi, elle est de ce niveau-là. L'objectif qu'on peut se fixer raisonnable, il est de l'augmenter par exemple de 1 euro par vache et par jour. On va mettre en place une évolution du suivi technique de la ration, et derrière, on va pouvoir rapidement et de façon automatisée observer si l'objectif que l'on s'est fixé est atteint. Donc on va voir effectivement là, chaque point étant un animal, quels sont les animaux qui sont les plus efficients économiquement, quels sont les groupes d'animaux qui sont un peu en retard par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. On a également un historique au mois le mois de l'évolution de cette marge surcoût alimentaire. Voilà, donc on a très rapidement une traduction économique des éléments de production, des éléments techniques qui sont relevés par les robots de traite. Alors pour terminer, un petit clin d'œil pour féliciter nos éleveurs cantaliens, puisque il se trouve que sur la top list PLM, qui est la top list qui en fait référence les éleveurs
chaque année par niveau de production décroissant. Hein. Il se trouve que voilà, parmi les 100 premiers de cette liste-là au niveau national, 5 sont des éleveurs laitiers cantaliens qui sont suivis par altitude, dont le numéro 1 national. Voilà, donc je vois que ça fait sourire mon directeur. Donc l'idée c'était de faire un petit clin d'œil pour dire que, alors c'est pas que lié à la valorisation de la donnée, bien sûr, c'est des éleveurs qui maîtrisent l'ensemble des composantes de l'élevage, mais c'est voilà, pour dire que, y compris dans nos berceaux du Massif central, on a des élevages laitiers qui sont performants et qu'on n'a pas à rougir de ce qui peut se faire de par ailleurs. Et forcément, la valorisation de la donnée est un des éléments qui nous permet de s'améliorer chez ces éleveurs-là. Merci beaucoup David. Alors c'est très intéressant parce que les deux présentations qu'on a eues juste avant nous présentent des solutions qui promettent d'accompagner les éleveurs dans des tâches que l'on connaît déjà, qui sont déjà bien connues, bien utilisées. Donc c'est l'alimentation, c'est la mise à la reproduction, c'est tout ce genre de tâches. La présentation qui va suivre, donc, qui sera donnée par Maxence Bruyas, qui est chef de projet au sein d'Eliance, va nous démontrer une solution qui va proposer une nouvelle façon de travailler qui n'existe pas encore, qui ne va pas forcément être la solution reine qui régnera partout, mais voilà, c'est une nouvelle solution de travailler, l'outil Phéno 3D qui devrait proposer de pouvoir réaliser dans un même temps non seulement la pesée, mais aussi le pointage des animaux, donc un outil qui s'adresse cette fois-ci plutôt à un public de techniciens, comme je le disais au début. Merci Albert. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup le projet Phéno 3D qui est destiné du coup à la pesée et le pointage des veaux de race allaitante au sevrage par imagerie 3D. Alors c'est un outil qui est comme l'a expliqué précédemment, un outil non invasif. Alors non invasif, du coup on n'a pas de contention directe quand l'animal passe, il passe de façon libre dans le scanner, vous le verrez tout à l'heure. Mais à côté de ça, on a la bascule. La bascule, il ne faut pas non plus la mettre de côté parce que quand l'animal passe dans la bascule, alors certes, on l'a en contention, mais quand on l'a dans la bascule, on peut faire tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est désinsectisation, pardon. Donc voilà, c'est pas un outil qui va remplacer, mais c'est un outil qui va compléter les outils pour les techniciens. Donc des petits éléments de contexte, le contrôle de performance. Donc le contrôle de performance dans la filière allaitante, c'est la pesée plus le pointage. Donc le pointage, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est de l'appréciation morphologique de l'animal sur plusieurs postes, en plusieurs thèmes, on va dire, le développement squelettique, le développement musculaire et les aptitudes fonctionnelles. Et ce pointage est utilisé pour la sélection et le conseil. C'est un système qui fonctionne, mais qui comporte des limites. Alors les limites sont plus sur le pointage. Le pointage qui, du coup, pour les techniciens et les organismes bovins croissance, apporte une lourdeur du système de formation. Les techniciens doivent passer une formation initiale et chaque année doivent passer des sessions d'homologation et autant d'agréments par race pointée. Donc chaque année, des coûts sont présents pour la formation et l'élément qui va compléter ça, c'est qu'il y a un turnover qui est assez important dans les structures bovins croissance et de ce fait, les structures doivent recruter à nouveau. Dans un peu tous les organismes, on a des difficultés de recrutement. Donc la difficulté de recrutement plus reformer à nouveau, les coûts s'enchaînent chaque année. Et une autre limite, c'est l'effet pointeur. L'effet pointeur, c'est la différence de notation d'un même animal par deux pointeurs différents. Bien qu'ils aient une même formation, on est des humains, on voit les choses de façon différente et des fois on peut avoir des différences de notation. Et on peut aussi caractériser l'effet pointeur par une sur- ou sous-évaluation d'un animal par rapport à un autre. Donc un animal qui est super bien conformé. Derrière, on va voir un animal qui est un peu plus petit. On va peut-être avoir tendance à le noter un peu moins bien que ce qui devrait. Donc toutes ces limites ont amené à la filière bovin croissance à demander un outil numérique permettant de pointer, mais on a également intégré la pesée pour des termes économiques, parce que à terme, les bovins croissance, les organismes bovins croissance ne pourraient pas s'équiper à la fois d'une bascule et à la fois d'un outil numérique. Et on essaye de mettre les deux dans un même outil. Donc l'objectif du projet, c'est d'automatiser la collecte du poids vif et des 19 postes de pointage des veaux à l'âge du sevrage. Avec 3 livrables. Le premier, c'est le scanner en tant que tel, que vous verrez en photo tout à l'heure et aussi en vidéo. Donc ce scanner, c'est pour l'utilisation de phénotypage au débit en ferme. Il est fabriqué par 3D West, une entreprise bretonne.
Et on a un consortium animal 3D, dont je vous préciserai les différents partenaires tout de suite après, qui est chargé de créer des modèles de prédiction pour le poids et le pointage, et également un service pour les éleveurs. Puisque bien sûr, il faut rappeler que c'est pour des techniciens, dans un premier temps, et la finalité, c'est quand même pour les éleveurs. Donc les différents partenaires, on a Eliance qui représente les différents organismes bovins croissance. On a l'Institut de l'élevage qui a une expérience qu'on ne présente plus sur les différents projets, et notamment de 3D, qui travaille depuis plus de 10 ans sur la 3D, avec notre prestataire technique qui est 3D West. On a Race de France qui représente tous les organismes de sélection. Les organismes de sélection délèguent le contrôle de performance aux organismes bovins croissance. Et on a des financeurs du projet, dont Apigène, qui est également partenaire du projet, et le ministère de l'Agriculture via France Agrimaire. Donc voici un peu le scanner en tant que tel. Donc là, vous voyez la dernière version, c'est une version pliable. De base, on avait une version qui était démontable en plusieurs parties. Donc elle est composée de 5 paires de caméras, donc 2 en bas, 2 à mi-hauteur et 1 en haut. On a un sens de passage avec des caméras qui sont incurvées de façon à voir l'arrière de l'animal, où il y a quand même beaucoup d'informations sur notamment l'aspect musculaire. Donc vous voyez à gauche, voilà, ça rentre dans un véhicule type berlingot. On a encore des améliorations techniques pour essayer d'optimiser ce gabarit, etc. Et en bas, vous voyez du coup l'image 3D reconstruite d'un animal. Alors comment on arrive à cette image 3D? Donc c'est là que l'IA fait son intervention dans le projet. Donc, comme je vous ai dit, il y a 10 caméras qui vont prendre chacune une photo, une image de profondeur. Ces 10 images de profondeur vont être reconstruites en une image 3D, que vous voyez au milieu avec tout le bruit qui est autour. L'intelligence artificielle va ensuite nettoyer l'image de façon à avoir uniquement l'animal. Et derrière, on va utiliser cette image, on va la repasser dans un modèle qui va aligner et standardiser de façon à ce que les modèles suivants puissent intervenir tout le temps de la même façon, et notamment extraire les indicateurs. Alors si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a 283 indicateurs qui sont extraits pour derrière travailler sur les modèles de poids et de pointage. Maintenant je vais vous présenter les résultats, mais comment on arrive à ces résultats? Alors, juste avant, j'ai parlé de collecte de données. Enfin, j'avais mis le titre collecte de données. Dans la collecte de données, en fait, on a plusieurs équipes et on fait de l'apprentissage. Donc, quand on faisait les chantiers, on avait l'animal qui passait dans une bascule, on récupérait le poids. Ensuite, il passait dans le scanner, on récupérait l'image, les 10 images plus derrière l'image reconstruite. Et en parallèle, on avait une équipe de pointeurs, donc qui notait les animaux. Et voilà, on faisait c'était pour calibrer les algorithmes grâce à toutes ces notes et toutes ces données. Donc en termes de performance, sur le modèle poids, on voit que, je vous verrai après par rapport au pointage, mais que les points sont quand même sur une ligne. On a une erreur moyenne de 4,2% et une répétabilité qui est plutôt performante à 0,98. Donc les travaux sont encore en cours, hein. On espère que cette erreur baissera encore. Mais on est quand même plutôt content sur cette performance. Ensuite, vous voyez sur le pointage, on a forcément un peu plus d'éclatement parce que c'est le biais des pointeurs que j'ai présenté en tant que limite au début de l'intervention. Et du coup, on a demandé à la filière de nous donner des performances cibles. Donc, que vous voyez sur la droite, de 14 sur 20 pour l'homogénéité et 15,5 pour la répétabilité. Et vous voyez que avec Phéno 3D, on arrive à dépasser ces performances cibles, donc sur le développement squelettique, mais également sur le développement musculaire. Donc là, voilà, on a quand même prouvé que ça marchait. Maintenant, l'idée, c'est que toute cette chaîne qu'on utilise au fur et à mesure, les modèles, etc. Notre prochaine étape, c'est d'intégrer tout ça dans le scanner et de façon à avoir les résultats en instantané. Aujourd'hui, on a testé du coup la dernière version que vous avez vue tout à l'heure. On l'a testé, on a des premiers résultats en moins de 20 secondes pour un animal. Donc l'animal passe en moins de 20 secondes. Après, on a toute cette chaîne que je vous ai présentée pendant de longues minutes en moins de 20 secondes. On arrive à avoir les résultats. Donc là, voilà une première étape. On va encore optimiser tout ça. Derrière, on ira collecter les phénotypes qui sont manquants pour
pour optimiser tous ces modèles par race de prédiction. Derrière, c'est les OS qui vont valider ces algorithmes et ces modèles. Puis ensuite, on pourra imaginer une industrialisation et un déploiement terrain. Merci beaucoup Maxence. Alors là, toutes les fonctionnalités que vous reste là, oui, je te redonne la parole tout de suite. Toutes les fonctionnalités que tu nous as présentées là restent très axées sur la conformation squelettique et musculaire des animaux. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi des ambitions d'aller vers une approche plus bien-être animal de l'outil, et donc de s'intéresser peut-être à la conformation fonctionnelle des animaux, ce qui permettrait éventuellement de détecter des boiteries ou autres comportements anormaux chez les animaux? Alors je pense passer la vidéo en boucle aussi, vous verrez aussi comment fonctionne l'outil. Donc j'ai volontairement pas parlé des aptitudes fonctionnelles dans mon speech et notamment dans les résultats, puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore de résultats sur les aptitudes fonctionnelles. Donc les aptitudes fonctionnelles, c'est tout ce qui est relatif aux aplombs, avant, arrière, rectitude dessus et largeur de mufle et grosseur des canons. Pardon pour les... Hop. En fait, ces aptitudes fonctionnelles, aujourd'hui, on a un biais qui est très important entre les pointeurs et on n'a pas pu utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour le développement squelettique et le développement musculaire. Et du coup, on cherche une nouvelle méthode de phénotypage et on a un groupe de travail qui est dédié et qui travaille actuellement dessus. L'idée, c'est justement de détecter les animaux qui ont des problèmes et pas forcément leur donner une note. Donc notamment des animaux qui sont cagneux, panards, etc. Et du coup qui seront écartés du troupeau dans la sélection. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'est l'idée. Et après, on peut imaginer plein de choses. On a des images. Aujourd'hui, le scanner, la dernière version de scanner, elle prend 90 images secondes, donc c'est comme de la vidéo. Après, à terme, il pourrait y avoir d'autres projets, justement sur la locomotion. Je ne vais pas refaire. Anthony a parlé de... Pas Anthony, pardon. Précédemment, on a parlé de Cattle Eye. On ne va pas refaire des projets. Voilà, on va s'inspirer et peut-être travailler en collaboration avec des projets comme ça pour imaginer des nouvelles fonctions, etc. Fantastique, merci beaucoup. Et alors pour continuer sur cette idée de détection précoce des blessures ou des maladies, Anthony, je voulais savoir en quoi l'œil de l'homme reste absolument indispensable dans l'utilisation d'un outil comme Mosaï, en fait. Oui, après, c'est une question qui nous est souvent posée. Aujourd'hui, l'outil Mosaï est là pour donner des informations à l'éleveur. Il n'est pas là en tant que preneur de décision. Il est là pour indiquer des aspects du troupeau, d'un animal en particulier. Mais l'éleveur reste maître de sa décision. On va pouvoir indiquer qu'un animal est en baisse de rumination, en baisse d'ingestion. C'est pas pour autant que l'éleveur doit tout de suite se précipiter, sortir sa seringue et aller piquer à l'antibio parce que sa vache est soi-disant malade. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être liés à ça. Je sais pas moi, un abreuvoir qui est sale, une problématique dans la ration, etc. L'idée, c'est de donner des infos à l'éleveur pour le rassurer qu'il ait moins de temps à passer à surveiller ses animaux, le conforter dans ses décisions aussi. Mais toutes les informations doivent aussi être vérifiées par les éleveurs. On peut très bien recevoir une alerte, je vais dire n'importe quoi, sur une alerte de chaleur. Voilà. C'est pas parce qu'on reçoit une alerte qu'il faut impérativement inséminer l'animal. Peut-être que l'animal est qu'à 30 jours derrière le vélage, peut-être que l'éleveur veut attendre 40 avant de l'inséminer. Voilà, l'éleveur reste totalement maître de sa décision. Et ça, c'est quelque chose qui est important à préciser. Je le dis souvent en rendez-vous avec les éleveurs, la machine ne remplace pas l'homme. C'est pas parce qu'il y a un collier au cou de l'animal qui surveille votre vache 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que vous ne devez pas aller voir vos vaches parce que il y a une connaissance du troupeau que l'éleveur a, que le capteur, que l'outil n'aura jamais. Le ressenti éleveur sur ses animaux, ça l'outil ne pourra jamais l'avoir. L'outil est vraiment là, c'est une aide à la décision, c'est pas un décisionnaire. Et alors, si l'humain est seul décisionnaire, en fin de compte, dans l'utilisation de l'outil, il en est aussi à la conception. Et alors, Tanguy, avec la multitude de données
qui sont captables dans un bâtiment. Vous en avez présenté un bon nombre tout à l'heure. L'IA permet d'en capter énormément. Comment choisir à la conception de l'outil quelles sont les données à capter, quelles sont celles à mettre de côté? Comment le tri est fait en fait? Alors, c'est une très bonne question, oui, parce qu'en fait, le risque, on a tellement de données grâce au capteur qu'on risque de noyer l'éleveur dans ces données et de se perdre. Donc on a un problème de gestion de données, de protection des données aussi, hein, et de formation des éleveurs. Et donc l'idée, c'est que l'IA est là pour aider l'éleveur à décider. L'IA n'est pas là pour générer des données, les données elles sont là. L'IA va être là pour aider l'éleveur à hiérarchiser les données, déjà. Hein, en fait, à les rendre lisibles pour l'éleveur, parce qu'une donnée, un chiffre ne veut rien dire. Une couleur, déjà, ça rend déjà plus vite... ça donne tout de suite à l'éleveur, si c'est rouge, il y a un problème. Le chiffre en lui-même, s'il faut le lire. Donc il y a cette complexité. Donc l'IA va être là pour aider l'éleveur à avoir une meilleure lisibilité de la donnée. On va avoir aussi une hiérarchie de la donnée, c'est-à-dire que il y a des données qui sont il y a des données à court terme qui vont servir à avoir des décisions à court terme, hein, des alertes. Une vache qui boite, voilà, c'est une alerte à court terme. Donc ça, l'IA doit générer cette donnée, la rendre lisible et en l'envoyer à l'éleveur rapidement pour qu'il y ait une décision qui se prenne rapidement. Il y a des données qui sont plus long terme. Hein. Une donnée de performance, si on l'a pas à l'instant T, c'est pas grave. Donc il y a des données aussi que l'IA pourra générer et envoyer à l'éleveur de manière lisible, mais aussi pour le soir, en fait, voilà, c'est pas une alerte, c'est une donnée que l'éleveur pourra lire à tête reposée. Et ça, c'est à moyen terme. Puis à long terme, il y a des données aussi de performance de la production de l'atelier, des choses comme ça. Donc voilà, l'IA va être là pour aider l'éleveur à gérer son troupeau et hiérarchiser les données, les simplifier et lui permettre à l'éleveur de décider et de ne pas se noyer dans une donnée qui ne sert pas à l'instant T. Voilà, ça va être ça. Alors, concrètement, chaque matériel sera, on va adapter à chaque matériel cette info, cette donnée, et c'est l'IA va s'adapter pour chaque matériel et pour l'éleveur en fonction du timing. Voilà. C'est le problème. Il faut qu'on arrive à gérer cette donnée et pas noyer l'éleveur dans cette masse de données qu'on a aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc on l'a compris, il y a deux sujets. Il y a la donnée, la quantité de données à traiter, à qualifier et à exploiter. Et il y a aussi cette indispensable présence de l'homme de la conception à l'utilisation de l'outil, comme en fait n'importe quel outil qu'on a sur une exploitation. S'il n'y a pas l'homme à côté, l'outil en lui-même ne sert à rien. Et alors, vous, David Puech, vous nous avez parlé des bénéfices mutuels pour l'homme et pour l'animal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous vous y êtes pris pour accompagner les éleveurs dans la valorisation de leurs données, justement? Oui, effectivement, quand dans un élevage laitier, il y a un robot de traite qui est installé, forcément la position du conseiller nutrition doit évoluer vis-à-vis de ça. Dans toute évolution, en fait, il y a des menaces et des opportunités. Donc, je pense que ce qu'on peut classer au rang des opportunités quant à l'installation d'un robot de traite, c'est pour nous, conseillers en nutrition vis-à-vis de l'éleveur, c'est de travailler sur des éléments factuels. C'est-à-dire que toutes les préconisations que l'on va faire, comme on a toutes les données qui nous remontent et qu'on peut les travailler notamment avec l'outil Farmival, on est vraiment sur du factuel et plus sur du ressenti. Alors qu'avant, quand on était simplement dans un système avec un contrôle laitier 10 mois par an, mais c'est très différent en termes de production de données. On est souvent beaucoup plus sur des ressentis quand on est entre deux contrôles, par exemple. Autre opportunité, je pense, c'est que la place du conseiller en nutrition devient un peu centrale dans la mesure où, en fait, un robot de traite, pour qu'il fonctionne bien, il faut notamment que la ration soit bien calée, parce que les vaches, en fait, elles vont au robot, non pas pour se faire traire, c'est une conséquence, mais parce qu'elles y trouvent de l'aliment. Donc si la ration n'est pas bien calée entre le niveau qui est équilibré à l'auge, entre le choix des aliments qui est apporté au robot, si ça n'est pas bien maîtrisé, forcément le fonctionnement de robot de traite sera moins opportun. Donc le conseiller en nutrition a un rôle central. Donc ça, c'était pour les opportunités. Quant aux menaces ou aux difficultés, alors déjà, il faut arriver à savoir quel niveau d'interprétation de ces données l'éleveur attend, puisque face à nous, on a des éleveurs qui ont tous des attentes qui sont différentes. Certains éleveurs
veulent simplement que le robot fonctionne, c'est-à-dire que la vache passe, que la vache soit traite, qu'il n'y ait pas de problème technique au niveau du robot, mais qui n'a pas envie forcément de progresser et d'aller valoriser ces données. Donc, à des profils d'éleveurs comme ça, ce n'est pas la peine d'aller leur apporter un outil comme Farmival parce que ça ne va pas répondre à leurs demandes. Et à côté de ça, on a des éleveurs qui sont effectivement très demandeurs, parfois même à l'excès, puisqu'il y a des situations où l'excès d'information peut générer de la charge mentale à l'éleveur, puisque effectivement, il ne faut pas s'affoler forcément dès qu'un curseur bouge un petit peu. Et parfois, ça peut être une difficulté. Donc nous, on accompagne nos équipes, on les forme effectivement à justement bien échanger avec l'éleveur sur les attentes qu'il a vis-à-vis de l'accompagnement qu'on peut lui apporter. Ensuite, forcément, pour le technicien, ça demande de sortir de sa zone de confort pour se former à ces outils-là, pour aller valoriser cette donnée. Donc, on forme nos équipes, nous, avec notre firme service, bien sûr, sur ces aspects-là techniques, avec les marques de robots, à l'appropriation des outils. On va les inciter à travailler dans une démarche de progrès. Ça aussi, c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que l'objectif pour un technicien aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux avec son éleveur, de se fixer des objectifs de progression, d'évolution. Les outils comme les robots, comme Farmival, nous permettent de faire des points d'étape avec des évolutions de la performance tant technique qu'économique. Et à la fin du cycle, on va faire un bilan pour savoir si objectivement, on a atteint les objectifs, les évolutions d'objectifs qu'on s'était fixés, qui peuvent être techniques et économiques. On a vraiment des éléments pour mesurer à chacune des étapes. Donc, cette notion de démarche de progrès, elle est importante. Et après, des fois aussi, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'engagement qu'on a pris avec l'éleveur, nous, en tant que techniciens, on n'arrive pas à la mener au bout. Donc, il faut aussi savoir parfois se remettre en cause et évoluer. Et ça peut être, dans le métier du technicien, aussi une nouvelle menace à appréhender. Merci beaucoup, David. Donc, in fine, à l'issue de toutes ces présentations, on l'a bien compris, il y a une multitude d'applications de l'IA, de possibilités sur des projets qui sont plus ou moins engagés, qui sont plus ou moins aboutis, certains déjà développés et déployés largement, d'autres qui sont encore à l'état de réflexion. Et dans l'ensemble de ces projets, il y a parfois aussi des freins qui sont dus à tout un tas de choses, mais notamment à l'IA. Jean-Pierre Chanet, est-ce que vous pouvez nous revenir vers nous avec les freins qui existent aujourd'hui encore face à l'IA, son utilisation, son déploiement? Oui, avec un certain nombre quand même encore de défis à relever. Il y a encore pas mal de soucis, des défis techniques, notamment toutes les questions récurrentes d'interopérabilité, d'hétérogénéité des données, même si les IA arrivent à manipuler des données assez compliquées, mais bon, il faut que les systèmes soient en phase quand même, quand chaque chose ait le bon nom. La qualité des images qui peut évoluer, c'est des systèmes assez pointus sur la reconnaissance, et puis on sait que dans les stabules, c'est pas toujours super, entre l'été et l'hiver, enfin voilà, il peut y avoir des problèmes de caméra qui évoluent dans le temps, et les algos d'IA sont très sensibles à ce genre de choses. Le suivi à long terme, pour le tracking individuel des animaux, c'est aussi un problème. Et puis la standardisation, les absences de protocoles uniformes entre pays, systèmes de production, il y a beaucoup de choses encore différentes. Et donc ça, c'est encore un souci pour les éleveurs qui peuvent avoir plusieurs interlocuteurs. Les aspects économiques, il peut y avoir des coûts d'investissement élevés, même si on a vu qu'il y avait des solutions bas coût qui étaient rapidement rentables. Mais bon, il peut y avoir des dispositifs un peu plus lourds en termes d'investissement. Des besoins en formation, c'est des compétences nouvelles pour les éleveurs. Voilà, c'est pas manipuler des tableaux de bord, c'est pas toujours clair, simple. Bon, il y en a qui sont bien faits, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Il y a de la maintenance, parce que ces systèmes à T0 ils marchent bien, et puis au fil du temps, est-ce qu'ils marchent toujours bien? Donc des aspects maintenance, calibration. Un risque de dégradation, c'est des capteurs sur des animaux, donc voilà, ça peut être aussi, il faut un suivi rigoureux, parce que ça peut dériver dans le temps facilement. Et puis toujours la question récurrente, même s'il y a quand même des volontés un peu d'ouverture, la dépendance aux fabricants, propriété des données, l'agriculteur il reçoit des tableaux de bord, des choses comme ça, mais en fait, transparence, comment c'est calculé, comment c'est fait, donc voilà, un peu d'explicabilité, ce que j'évoquais au début. Des
les aspects éthiques et sociaux. Donc, la protection des données, donc c'est des données, la confidentialité, voilà. Les données servent à entraîner des IA, qui les entraînent, qui ont les données, est-ce qu'on réutilise les données pour faire autre chose? Donc ces questions-là, donc le consentement d'accès et à quoi on donne droit dans le cadre, on autorise à utiliser nos données, mais pour quoi faire? Donc il faut que les éleveurs soient bien informés de tout ça. Le pendant, bien-être animal, productivité, mais bon, je pense que beaucoup d'éleveurs sont très sensibles à ça, c'est aussi pour ça qu'ils font ce métier, mais ne pas voir l'animal comme une machine, hein, c'est un peu, voilà, c'est derrière des tableaux de bord, derrière des capteurs, voilà, ça peut déshumaniser, mais ça peut aussi être un problème vis-à-vis de l'animal. Fracture numérique, il existe encore des problèmes, notamment peu chez nous, mais voilà, si on se projette un peu à l'échelle mondiale, et ben ça fait des élevages à différentes vitesses. Voilà, il y a l'accès au numérique n'est pas toujours le même. Et puis responsabilité juridique floue. Voilà, maintenant il va y avoir des IA qui prennent des décisions et s'il y a des erreurs, voire des accidents, si on est sur des robots par exemple, et ben qui est responsable? Le fabricant, l'éleveur qui a pas fourni des bonnes données, ceux qui ont entraîné l'IA, encore faut-il savoir qui a entraîné l'IA, si on a utilisé ChatGPT dans le système, voilà, qui est responsable. Donc ces questions peuvent être importantes. Donc quelles sont les perspectives en IA, ce qui veut arriver? Il y a une notion qui apparaît de plus en plus là, depuis quelques temps, c'est la notion de jumeau numérique. C'est en fait, on a ce qui se passe dans le monde réel, et ben la vache dans sa stabule, et puis on a un modèle, une stabule numérique, une vache numérique, et puis on peut faire les deux communiquent via les capteurs, et puis on peut projeter des scénarios dans le jumeau, dire voilà, si je change tel type d'alimentation, si j'introduis tel type de choses dans mon élevage, et ben comment va évoluer mon système de production, et on peut le tester comme ça en grandeur presque réelle, mais dans le virtuel. Donc ça, c'est des choses importantes qui apparaissent. La robotique autonome, ça a été évoqué, donc là, qui arrive de plus en plus. Les IA multimodales, je l'ai évoqué, donc donner à manger tout et n'importe quoi à une IA, et puis qui sort des choses pertinentes. Donc ça, il y a encore du travail, mais ça arrive. Au niveau de l'intégration, eh ben, les aspects standardisation, bien sûr. Ce qu'on évoque aussi, c'est ce qu'on appelle sous le nom barbare d'edge computing, c'est-à-dire que de ne pas être tout le temps dépendant du cloud, pas toujours tout remonter vers le fabricant, vers la coopérative, mais qu'on peut faire en local des choses, des traitements locaux. Déjà, c'est pas mal sur la frugalité, de ne pas toujours envoyer ses données partout et n'importe où, voilà, de traiter en local un certain nombre de choses. Et puis avoir des solutions quand même plus bas coût, on l'a évoqué tout à l'heure avec des systèmes de colliers qui sont très accessibles. Donc essayer de ne pas toujours avoir la grosse artillerie pour résoudre des problèmes concrets. Sachant que l'IA est beaucoup questionnée sur la frugalité, sur la dépense énergétique du calcul. Voilà. Avoir des gros modèles qui peuvent prédire tout et n'importe quoi, est-ce que c'est pertinent quand on a juste à suivre des vaches dans un élevage? Ça ne sert à rien d'avoir des gros modèles avec des capacités de calcul énormes qui ne sont pas nécessaires. Voilà très, très rapidement quelques perspectives. Merci Jean-Pierre. Pour boucler tout ça, on l'a bien compris, avec la puissance de calcul qui existe aujourd'hui, la facilité de stockage des données, là où stocker ne serait-ce qu'un giga pouvait coûter extrêmement cher il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on a tous, si ce n'est 100 gigas, peut-être 200 gigas sur son téléphone. Donc voilà, le stockage de la donnée et sa valorisation, c'est plus un souci. Donc il y a un tas d'applications de l'IA qui sont envisageables aujourd'hui, malgré les freins qui subsistent. Ces outils ne sont pas des outils à voir comme des remplaçants de l'homme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce sont des outils qui vont venir assister l'éleveur ou l'opérateur dans des astreintes, dans des tâches chronophages qui pourraient être valorisées à faire autre chose. Ce sont aussi des outils qui permettent de surveiller des animaux 24 heures sur 24, là où l'homme, on le sait tous, a autre chose à faire que de rester 24 heures sur 24 devant son troupeau, même si parfois il aimerait passer peut-être un peu plus de temps avec ses bêtes. Voilà, donc plein d'applications, certaines qui sont propres et directement applicables au bien-être animal, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus subtiles puisqu'elles s'appliquent à la facilité de travail pour l'éleveur, à la rentabilité de son exploitation.
Mais voilà, toutes ces applications vont au final dans le sens du bien-être de l'un et de l'autre, puisqu'on le sait, un animal qui va bien facilite le travail de son éleveur, et inversement, un éleveur qui va bien s'occupe comme il faut de ses bêtes. Donc merci à vous pour ces présentations. Et puis comme le disait Bruno au début, c'est un temps d'échange et de partage que l'on voulait avoir avec vous aussi. Donc la parole est à vous, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, c'est le moment. Oui, bonjour, Sean Healy du service statistique de la DRAF, donc ministère de l'Agriculture. J'aurais une question et un témoignage. La question serait pour Jean-Pierre Chanet. Vous avez évoqué les financements, alors vraiment très en amont, sur les grandes majors qui développent l'IA, qui sont essentiellement aux États-Unis. Vous avez dit qu'ils font des levées de fonds énormes, des sommes colossales, 1300 milliards d'euros, de dollars, on a du mal à imaginer ce que ça représente, et vous dites qu'ils travaillent à perte actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne vendent rien, ils ne font que traiter de la donnée, de plus en plus de massification de données, pour être, il y a une concurrence féroce entre eux, pour être le premier, pour sortir. Mais la question, c'est est-ce qu'on va le payer un jour? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le travailler pour le bien commun, ils vont bien à un moment se faire payer en retour. Donc est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là? Est-ce que vous avez une idée de comment, de quelle manière, et quel risque ça représente pour nous, tout à chacun, et puis en particulier pour des applications comme ça au niveau des exploitations? Est-ce qu'il y a un moment où on devra payer quelque chose? Et le témoignage, il est plutôt sur la donnée, le statut de la donnée, la valeur de la donnée et le droit de propriété de la donnée. Alors, le témoignage, je le fais sur un domaine dans les productions végétales. Je ne serai pas sur la production animale, mais on fait des enquêtes des enquêtes statistiques dans le domaine des phytos, l'utilisation des phytos. Donc, c'est un sujet assez sensible. On a l'habitude, ça fait des années qu'on fait des enquêtes dans ce domaine-là. Et le taux de réponse par enquête, quand on envoie un enquêteur dans une exploitation, il est de 98%. C'est-à-dire que la relation, l'interrelation entre un enquêteur et l'enquêté, ça permet d'obtenir des informations très précises sur l'utilisation de produits phyto et de faire le traitement statistique derrière, avec bien sûr la confidentialité qui est liée au traitement statistique. On teste, on commence à tester maintenant la récupération de la donnée directement au niveau des producteurs de logiciels, puisque ces informations sur les traitements phyto, on les a dans les productions de logiciels, un peu à l'image de ce que vous avez présenté là sur des informations qu'on a sur les élevages. On fait les premiers tests, on a seulement 30% de retour. C'est-à-dire qu'on demande aux exploitants vos données que vous avez confiées à une entreprise privée pour faire le traitement. Est-ce que vous nous autorisez toujours dans les mêmes conditions de confidentialité que l'on fait quand on a un enquêteur qui vient chez vous, que le producteur de logiciel nous renvoie ces données-là qui sont utiles pour les enquêtes statistiques. Et on n'a que 30% de retour là-dessus. Et ça pose question vraiment par rapport à la connaissance, la compréhension par l'exploitant lui-même du statut de sa donnée, de la valeur que ça représente et de l'utilisation qui peut en être faite. Et globalement, et ça c'est vrai, ça nous concerne tous en fait finalement, on est comme des victimes consentantes, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte, nos données sont, quand on envoie, on répond à des questionnaires, on va tout simplement surfer, la donnée, elle revient à des structures privées et on ne se rend pas compte de la valeur qu'a cette donnée-là et de ce qui peut en être fait. Voilà. Oui, sur les levées de... Oui, donc les risques qu'on a, c'est de bâtir une application, un service sur une application qui n'existera plus dans quelques temps. Donc ça, c'est un risque. Ça a existé autour des objets connectés. Enfin voilà, c'est assez inhérent à tout la tech. Enfin, ça va des startups aux grands systèmes. Enfin voilà, on s'appuie sur des technologies qui dans 2 ans ne seront peut-être plus là. Donc c'est des risques. Donc il faut être prudent là-dessus. Et puis sur les masses d'argent, oui, alors certains prédisent que resteront les grands qui sont déjà là, type Google, Microsoft, qui vont absorber tout ça, qui vont digérer tout ça. Apple, voilà, les GAFAM qui existent à l'heure actuelle vont manger les OpenAI, etc., qui existent en IA.
mais ils n'arriveront pas à survivre sans s'adosser à des gros groupes comme ça, qui gagnent de l'argent, eux. Donc voilà, c'est la tendance qui semble se dessiner à l'heure actuelle. Et puis il y en a qui feront pchit tout simplement, sans être achetés. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a Mistral quand même qui se développe et qui a une offre aussi intéressante à tester. Merci Jean-Pierre. Et du coup, je me tourne vers vous, David, pour savoir, vous, chez Altitude, comment vous gérez cette question de consentement, de traitement de la donnée. Oui, effectivement, nous, on le traite peut-être de façon un peu simpliste, mais voilà, on évoque avec l'éleveur le fait que pour arriver à valoriser sa donnée et à le faire progresser, à l'accompagner, pour répondre à sa demande, on a besoin d'accéder à cette donnée-là. Donc voilà, après ça passe par un consentement qui est contractualisé, puisqu'effectivement il est propriétaire de la donnée. Mais voilà, on met en avant en fait le fait qu'on va vraiment lui apporter, et c'est le cas, de la valeur ajoutée dans la gestion de son exploitation, de la valeur ajoutée technique, de la valeur ajoutée dans la rentabilité. C'est un engagement évidemment qu'on prend avec lui, et que pour cela on a besoin effectivement de pouvoir connecter notre logiciel à la donnée de son robot, quoi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Daniel Son du sud de la Belgique. Une question purement technique, puis un petit témoignage. Existe-t-il aujourd'hui un appareil qui donne la qualité de l'eau en permanence, quand on sait l'importance de l'eau dans le cheptel? Est-ce que ça existe un appareil qui donnerait la qualité de l'eau instantanément, 24 heures durant? Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Alors, je pense collégialement, ouais, on n'a pas de réponse par rapport à cette question. On n'a pas la réponse. On ne connaît pas l'appareil qui permette de détecter des problèmes potentiels sur de l'eau en continu. Mais c'est une très bonne idée. Ça peut être demain quelque chose qui peut venir. Alors, un témoignage. Moi, je évolue professionnellement beaucoup dans le Grand-Duché de Luxembourg. Petit pays, mais aux grands moyens. Grande subsidiation de l'agriculture. Donc, il faut savoir que 65% des fermes au Grand-Duché de Luxembourg sont déjà équipées d'un robot, donc plus de 50% d'un robot de traite. Et sans vouloir être le rabat-joie de service, moi j'ai l'expérience d'un client qui a, donc il a le robot qui ramène la nourriture dans l'auge, le robot qui nettoie les caillebotis, le robot brosse pour le confort des vaches, et il avait 2 robots de traite. Et après 13 ans d'usage, satisfait de la qualité des robots, il était question de les remplacer. Et il a pris son bic et sa feuille, et puis il a évalué le coût de remplacement des 2 robots, 240 000 €. Il a demandé le prix d'une nouvelle salle de traite 2x10, 160 000 €. Je ne sais pas, ils vont chercher des budgets comme ça quand on voit les kilos de tuyaux qu'il y a, mais enfin, ça pèse pas lourd. Le robot, la marche, encore plus honteuse, mais enfin, ça, c'est un autre débat. C'est du vol organisé, ça, avis personnel. Et quand il a calculé les frais de maintenance d'eau, d'électricité, de produits, il s'est rendu compte qu'il savait dégager un salaire de 60 000 € pour son fils qui voulait réintégrer la ferme. Donc je me suis dit, il faut quand même chercher où est l'erreur. Ça fait 5 000 € par mois de différence de coût. Quand on prenait l'amortissement de la différentielle d'achat des 2 outils, et alors le pic de tout, parce que c'est pas bien évoqué dans ma présentation, c'est que quand il avait 2 robots, c'est un amoureux des vaches. Mais en plus, il fait de la vente directe, il produit 8000 bouteilles de gouttes, ils vendent de l'ail, ils vendent des chicons, comme on dit chez nous. Donc, ils ont 50 hectares de céréales, plus de 5 hectares de prairies, maïs compris. Donc, c'est pas des nains, c'est pas des innocents. Hein. Et donc, il s'est rendu compte qu'il passait 3 heures à 3h30 par jour dans ses vaches s'il voulait vraiment surveiller toutes ses vaches. Parce qu'il adore ses vaches. Mais qu'avec la traite, en envoyant défiler ses vaches 2 fois par jour, à 2, il mettait 1h10 pour les 120 vaches, et tout seul, il mettait 1h40. Donc je me dis, la robotisation, rien qu'au niveau de la traite, il faut quand même se poser la question du budget que ça représente. Et le gain de temps, oui, souplesse d'horaire, mais gain de temps, si on aime ses vaches, je pense que ça mérite débat.
Et c'est le premier dans le Grand-Duché qui a fait marche arrière. Enfin, si c'est une marche arrière. Voilà un témoignage. Merci pour votre témoignage, mais très clairement aujourd'hui, en fait, le choix appartient à l'éleveur et ça a été présenté partout, c'est-à-dire qu'en fait, les outils, ils sont là que pour aider des agriculteurs et les éleveurs restent maîtres de leur choix. C'est ça qui est important. Personne n'est pris par ces outils-là, quoi. D'autres questions sur... oui. Bonjour, donc merci pour ces présentations très intéressantes. J'avais une question sur la partie Mosae. Donc déjà, quelle est la durée de vie du produit et quel est le taux de précision et le taux de rappel sur la détection des avortements? Donc le taux d'avortements qui ne sont pas détectés et le taux d'avortements détectés qui n'en sont pas. Donc ça, c'est assez important de savoir à quelle fiabilité on peut accorder à l'outil. Et j'aurai une question après pour Monsieur Chanet. Donc sur la durée de vie des capteurs aujourd'hui, on va dire, on peut partir sur du 7 ans, c'est ce qui est envisagé par les fabricants. Après là-dessus, nous la marque qu'on distribue, on a une certaine sécurité par rapport à ça. On est surtout sur un système essentiellement, donc là on en revient aussi au choix des éleveurs. Les éleveurs ont le choix de partir sur un système d'achat du matériel ou un système de location du matériel, ce qui fait que sur de la location, ils peuvent faire machine arrière beaucoup plus rapidement si jamais ça leur convient pas. C'est des engagements de 3 ans. Le jour où le matériel tombe en panne, on le remplace automatiquement. Donc en fait, on n'a pas cette contrainte de durée de vie du matériel, de dire si ça tombe en panne au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, le jour où ça tombe en panne, on remplace le matériel et l'éleveur, en gros, tant qu'il paye son abonnement, il a une garantie qui est permanente. Après, sur la partie détection des avortements, moi, pour ce qui me concerne essentiellement en bovin viande, c'est assez difficile à répondre. Pourquoi ? Parce que j'ai la majorité des éleveurs qui en fait enlèvent les capteurs à la mise au pré. Pour des questions de simplification, de perte de capteurs, ils veulent pas avoir une vache qui va s'accrocher dans un arbre, parce qu'on a la problématique de portée des antennes qui est de 1,5 km. Malheureusement, on a beaucoup d'exploitations où les parcelles sont beaucoup plus loin, donc ils n'y trouvent pas un intérêt conséquent d'avoir le capteur sur l'animal au champ. Après, pour ceux qui le laissent, on est exposé aujourd'hui à une autre problématique. C'est des vaches qui viennent en chaleur, c'est des chaleurs sur gestation, des vaches qui sont bien gestantes, mais qui viennent en chaleur quand même. Donc nous, l'idée qu'on a là-dessus, c'est plutôt de dire aux éleveurs, attention, ces vaches-là sont venues en chaleur. Est-ce que c'est qu'elle a avorté ? Oui, non. Est-ce que c'est qu'elle est quand même encore toujours gestante ? Parce qu'on l'a surtout dans le dernier tiers de gestation, cette partie-là. Et c'est plutôt de pointer ces animaux-là et d'avoir une surveillance plus particulière sur ces animaux. Mais de là à dire en termes de détection, ça, j'aurais pas les chiffres. Merci. Donc j'ai oublié de me présenter. Donc Lorena Janot, je suis ingénieure au Herdbook Charolais. Et donc une question pour Monsieur Chanet, parce que en fait depuis le début, on parle de capteurs, donc qui nous génèrent des données, on va dire brutes, et d'intelligence artificielle pour générer des données élaborées. Et du coup, je voudrais compléter la partie, on va dire, propriété des données. Parce que l'éleveur, il paye son matériel, il paye son service. Et ces deux types de données, est-ce que c'est quelque chose qui va être encadré dans le cadre de la réglementation dont vous avez parlé au début, ou est-ce que c'est déjà encadré dans le cadre du RGPD ? En fait, qui est propriétaire de la donnée ? Est-ce que l'éleveur peut au final récupérer ces données-là ? Et sous quelles conditions ? Alors je vous pose la question parce que dans la génétique, on est souvent heurté à des entreprises qui nous disent non, on ne va pas partager nos données pour la génétique parce que c'est nos capteurs, c'est nos services et ce n'est pas forcément l'éleveur qui est propriétaire de la donnée. Donc est-ce que là-dessus, il y a quelque chose qui va évoluer d'un point de vue réglementaire ou c'est vraiment chaque entreprise qui décide de la propriété en fonction du coût du service, quoi. Les entreprises se réfugient sur le fait qu'il n'y a pas de... Légalement, il n'y a pas de propriété des données. Déjà, on ne peut pas être propriétaire d'une donnée. Il faut avoir constitué une base de données. On peut être propriétaire d'une base de données, donc ils jouent là-dessus. Donc l'agriculteur qui fournit des données en flux continu, il est propriétaire de rien. Donc voilà, il joue beaucoup là-dessus.
Après, au terme de l'IA Act, non, il est vraiment pour statuer sur la décision, sur les modalités de transparence sur les prises de décision, ce genre de choses. Et sinon, les données, c'est réglé par le RGPD, oui, qui à l'heure actuelle. Mais il se réfugie derrière le fait que, oui, l'agriculteur n'est pas propriétaire de données, il n'a pas de base de données, il fournit de la donnée. Enfin, mais c'est vrai que... Donc il y a quand même les aspects consentement, il y a eu la charte de la FNSEA, il y a eu pas mal de mouvements côté agricole et agriculteurs en disant quand même c'est nous qui produisons les choses. Mais c'est vraiment au cas par cas. Après, il faut bien lire les petites lignes des contrats, quoi. Encore des questions? C'est les derniers moments. Écoutez, un grand merci. Déjà, un grand merci pour l'organisation de cette journée, hein, évidemment. Albert, merci de l'avoir organisé. Émilie, au niveau de la communication. Et puis notre fédération régionale de la coopération agricole d'avoir aussi accompagné cette démarche. Alors, évidemment, un grand merci aussi à nos intervenants, puisque vous aurez compris que dans l'intelligence artificielle, il y a de la recherche appliquée, il y a besoin d'expérimenter plein de choses. Puis merci aussi aux coopératives présentes qui, finalement, mettent en place la réflexion d'outils d'aide à la décision. Parce qu'en fait, moi j'aurais tendance à dire, le problème, on ne va pas faire le débat de la donnée, à qui appartient la donnée, mais un agriculteur, même s'il avait toutes les données possibles et imaginables, s'il les garde pour lui, de toute façon, ça ne sert à rien, quoi. On a besoin, tous, en tant qu'éleveurs, d'avoir des gens qui nous proposent des outils d'aide à la décision, qui agglomèrent des données et qui nous donnent des propositions de solutions, quoi. Ça a été présenté par l'un et les uns et les autres. Je ne reviendrai pas sur les présentations, mais c'est ça qu'on a besoin, parce que finalement, en lien avec les performances économiques de nos exploitations, parce que c'est ce qui nous fait vivre, et aujourd'hui, bien entendu, le prix des denrées, et notamment sur le lait ou la viande, comme ça a été dit, ça nous permet de vivre dignement. Par contre, si on veut accentuer et améliorer la performance, de notre revenu et de la santé de nos animaux, on a besoin de données. Et ce qui était intéressant, et ce qui est très fortement intéressant, c'est que finalement, grâce à différents outils, on peut anticiper et, en amont du bien-être animal, d'avoir un animal, de réagir plus rapidement, d'avoir un outil d'aide à la décision qui nous permet finalement, dans un temps limité qu'on a tous en tant qu'êtres humains, de suivre nos troupeaux, nos rations, notre alimentation. Il y a des choses, des fois, la charge de travail fait que finalement l'agriculteur, des fois, il est peut-être surmené par plein de choses. Et puis des fois, malheureusement, on ne prend pas le temps de faire attention à tous les critères. Et finalement, ce qu'on souhaite tous, c'est qu'on ait des outils qui finalement nous permettent d'éclairer des prises de décision plus rapidement, pour intervenir beaucoup plus vite, et sur des choses essentielles qui sont... Finalement, un animal en bonne santé, et ça a été dit par Albert, un éleveur qui va bien dans sa tête et qui va bien, il n'y a qu'un seul bien-être, c'est avoir des performances pour tout le monde, aussi bien pour l'animal que pour l'agriculteur. Et derrière, finalement, transposer et vulgariser des données à des agriculteurs qui sont consolidés, qui permettent de prendre les bonnes décisions. Et je le redis, de toute façon, il n'y a pas de situation unique. On a une multitude d'éleveurs, une multitude de façons de faire. J'ai bien aimé, ou malheureusement j'ai mal aimé, mais j'ai bien aimé la réflexion dans le sens que de dire que souvent les plus performants veulent toujours encore faire plus et mieux. Puis souvent il y a ceux qui se disent bon, ça va comme ça, je me casse pas la tête. Mais finalement on aurait besoin d'accompagner tout cela aussi, quoi. Et ça fait partie du défi, c'est d'avoir vraiment les outils de demain qui accompagnent un plus grand nombre, parce que plus on accompagnera un spectre large d'agriculteurs et qu'on proposera une palette de solutions, plus finalement on donne des voies à chacun de prendre une décision qui va dans le bon sens. Donc merci à vous tous, et puis écoutez, je vous souhaite un grand plaisir de continuer soit de vos recherches ou vos recherches appliquées et l'accompagnement que vous faites de nos éleveurs et du monde de l'élevage, et d'apporter l'envie, et surtout dans le défi des nouvelles générations, d'apporter les outils du futur, parce que les jeunes ils vont demander et vont sûrement être plus exigeants que nous, les générations qui sommes en place depuis quelques années. Merci à vous, vous pouvez les applaudir.